Pour l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, direction le Canada et l'État d'Alberta où se trouve la ville de Calgary. Nous devons également faire un bond dans le passé pour remonter au 29 juin 2014 qui est un dimanche. Car un couple, Alvin Lickness et sa femme, Catherine, plus communément appelée Cathy, ont décidé d'organiser un vide-grenier afin de se débarrasser au maximum des objets qui encombrent la maison. En effet, ce couple, après avoir vécu plus d'une décennie dans ce logement, a pris la décision de le mettre en vente pour déménager et changer d'air. Il faut dire qu'Alvin, âgé de 66 ans, est proche de prendre sa retraite. Sa carrière est bien remplie, il est un ingénieur indépendant qui brevette ses conceptions dans le domaine du gaz et du pétrole. L'intelligence n'est pas le seul trait de caractère d'Alvin, que ses proches décrivent comme une personne particulièrement gentille et loyale. Cathy, quant à elle, est âgée de 53 ans et exerce en tant qu'agent immobilier, bien que désormais cela fasse quelques années qu'elle a cessé sa profession. Et elle fait parfaitement la paire avec Alvin, puisqu'elle est de nature joyeuse, agréable, elle adore sa famille, et elle partage un point en commun également avec son mari, la danse. Bref, ce couple n'attire que des bonnes ondes, et tant leurs amis que leur famille les adorent. Néanmoins, il est temps pour eux de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et de remonter à 300 km au nord vers la ville d'Edmonton, puisque c'est là-bas qu'ils décident d'emménager. Mais avant de le faire, et comme je vous l'ai signalé auparavant, il y a ce vide-grenier à organiser, au cours duquel des dizaines, voire des centaines de personnes se présenteront devant le logement d'Alvin et Cathy. La journée est chaude et ensoleillée, ce qui encourage de plus en plus de monde à se présenter devant la maison. C'est ainsi que Jennifer O'Brien, la fille du couple, va venir avec ses deux enfants pour donner un coup de main. Max est le plus jeune de la fratrie, avec 1 an seulement au compteur, tandis que Nathan, le plus grand des deux frères, a quasiment 5 ans. Notez que ce dernier est vraiment heureux de se trouver à ce vide-grenier parce qu'il affectionne tout particulièrement ses grands-parents. D'ailleurs, Jennifer et ses enfants ne partiront pas immédiatement après la fin du vide-grenier, ils resteront un moment après pour partager un repas avec Alvin et Cathy. Et il est vrai que la journée a été éreintante, raison pour laquelle le petit Nathan demande s'il est possible de dormir sur place. Jennifer, qui elle aussi accuse le coup de cette difficile journée, pense qu'il serait plus sage de rester sur place plutôt que de reprendre la route. Ainsi, ils regardent ensemble un film jusqu'à 21 h, puis Jennifer prend Max avec elle pour aller le coucher et dormir avec lui aussi. Et le jeune enfant, âgé d'1 an seulement, n'est pas à l'aise et il s'agite 2 heures durant jusqu'à 23 h, horaire auquel Jennifer prend la décision de rentrer à sa propre maison pour y amener l'enfant et s'assurer qu'il passe une meilleure nuit. Et Nathan, quant à lui, dort profondément, alors elle le laisse sur place avec ses grands-parents et viendra le récupérer le lendemain. Lorsqu'elle sort de la maison, Jennifer s'assure de bien verrouiller l'ensemble des serrures, puis se dirige vers sa voiture et prend la route. Une fois arrivée à destination, elle place l'enfant dans son lit et il n'y a plus rien à signaler jusqu'au lendemain matin. Comme convenu la veille, Jennifer doit se rendre à nouveau à la maison de ses grands-parents pour récupérer son enfant Nathan. Mais avant de se présenter au domicile, elle décide de prévenir sa mère Cathy par téléphone. Elle n'obtient aucune réponse, mais il n'y a aucun problème, elle voulait simplement s'annoncer avant d'arriver. Et de toute manière, les grands-parents sont au fait qu'elle doit venir récupérer Nathan. Par conséquent, voici Jennifer dans sa voiture, en route pour la maison d'Alvin et Cathy. Simplement, à peine après avoir fait un pas en dehors de son véhicule, Jennifer constate quelque chose qui la surprend. En effet, la porte d'entrée du domicile est ouverte, alors que, souvenez-vous, la veille, elle avait bien vérifié à ce que l'ensemble des serrures soit verrouillé, et cette porte ouverte n'est pas dans les habitudes non plus de ses grands-parents. La mère a un mauvais pressentiment, elle est inquiète et avance prudemment vers la porte d'entrée. Quelques pas seulement dans la maison suffiront à faire augmenter son anxiété à un niveau qu'elle n'a jamais connu. Des flaques de sang jonchent le sol de la maison et des traces de mains ensanglantées sont parsemées sur les murs. La texture visqueuse et rouge se retrouve partout, dans la cuisine, les chambres, les couloirs. Il y en a partout. Un acte terrible s'est déroulé ici. La panique, la peur, la tristesse sont des sentiments qui se mêlent chez Jennifer. Elle cherche frénétiquement son enfant. Nathan, où est-il? Où sont ses grands-parents aussi? C'est quasiment dans un état second qu'elle va parcourir l'horreur de la maison, mais ne trouver personne. La mère est totalement désemparée. Elle sort donc du domicile et appelle en premier lieu son mari, avant, ensuite, d'appeler la police. Après avoir décrit les terrifiants éléments retrouvés dans la maison aux agents de police,
Ceux-ci enjoignent Jennifer de s'enfermer dans sa voiture et d'attendre leur arrivée. La femme s'exécute et très rapidement, les premiers officiers se présentent sur les lieux. Ils comprennent aussitôt que la situation est extrêmement grave car ils n'ont même pas besoin d'entrer dans la maison. Lorsqu'ils croisent Jennifer, ils remarquent que ses chaussures sont pleines de sang et de cheveux. Ils imaginent donc l'intérieur des lieux, mais avant d'y pénétrer, ils demandent à Jennifer des détails sur les occupants de cette maison et qui aurait dû s'y trouver. Elle explique donc que normalement, il devrait y avoir Alvin, Cathy et son enfant Nathan. La maison et les alentours sont fouillés de fond en comble très minutieusement, car les agents pensent qu'il est possible que le petit Nathan, de peur, ait décidé de se cacher quelque part, mais ils ne le retrouvent pas. En revanche, il y a énormément d'éléments dans cette maison, et notamment dans les chambres où les matelas, qui n'ont pas de drap, sont imbibés de sang. De longues traînées de sang qui partent de l'intérieur de la maison vers l'extérieur sont également découvertes. À côté d'elles, des empreintes de pas ensanglantées, et ces deux traces mènent au garage où elles s'arrêtent net, puisque là-bas, il y a une flaque de sang, laissant imaginer les événements qui ont pu se dérouler à cet endroit. Des haltères ensanglantés sont également retrouvés, mais le sang n'est pas le seul élément, puisque l'un des officiers de police va mettre la main sur deux dents, et ces dernières ont littéralement été retrouvées à l'opposé l'une de l'autre à l'intérieur de la maison. Enfin, l'un des derniers indices sur lesquels les agents vont mettre la main est une boucle d'oreille appartenant à Cathy. Le constat est sans appel. Des événements extrêmement violents se sont déroulés en ces lieux. Et ce n'est pas tout, la porte d'entrée n'a aucune effraction, et ceci est très important. Notez néanmoins, et malgré les fortes quantités de sang qui sont retrouvées, il n'y a pas de cadavre. Malgré tout, la police canadienne décide de ne pas lancer une alerte enlèvement pour le petit Nathan. En un sens, cela se comprend, car ils n'ont pas suffisamment d'informations à transmettre au public. Ils n'ont rien à donner sur un potentiel ravisseur ou sur un potentiel véhicule. À la fin de la journée, cependant, la police n'a pas plus d'indices que ceux que je vous ai énoncés. Ils prennent donc la décision de tout de même lancer l'alerte enlèvement à propos du petit Nathan, 5 ans. Les éléments qu'ils peuvent apporter au public sont les suivants. L'enfant a disparu dans des circonstances mystérieuses avec ses grands-parents. Et cela s'arrête là. Et si les autorités lancent ce signalement, c'est pour une bonne raison, car ils estiment qu'il y a de fortes probabilités pour que l'enfant ou au moins l'une des potentielles victimes soit encore en vie. Mais bien sûr, au vu des circonstances, la sécurité de ces personnes est en jeu et les prochaines heures pourraient être cruciales. La situation est très sérieuse et urgente. Ce sont donc plus de 300 hommes de la police de Calgary qui sont mobilisés. Une grande partie de cet effectif est renvoyée à la maison pour des fouilles approfondies, tandis que le reste cherche à interroger de potentiels témoins et faire des recoupements. Le quadrillage des recherches est élargi, lui aussi, pour essayer de découvrir d'autres potentiels indices. Les personnes qui se sont rendues à ce vide-grenier vont faire l'objet d'interrogatoires pour être sûrs qu'ils n'ont pas vu quelque chose ou même été témoins de la scène directement. Effectivement, les secondes, les minutes, les heures qui s'égrènent sont importantissimes pour la survie d'Alvin, Cathy et Nathan. Le 1er juillet 2014, après avoir interrogé un très grand nombre de personnes et effectué un énorme travail de recherche, l'enquête se met petit à petit à avancer. Il y a une liste de 6 noms, 6 personnes sur lesquelles la police va se pencher plus sérieusement. Malheureusement, au cours des jours qui suivent, les individus qui se trouvent sur cette liste sont rayés l'un après l'autre, soit parce qu'ils ont un alibi, soit parce qu'ils n'ont aucun lien avec cette affaire. Hormis un homme, un certain Douglas Garland. Mais même s'il se trouve encore sur cette liste, les officiers sont pessimistes sur le fait qu'il s'agisse réellement d'un suspect ou même qu'il soit lié à l'affaire. Entre-temps, et quelque peu désespérés, Jennifer et Rod O'Brien, les parents de Nathan, lancent un appel de détresse au public. Et Rod s'adresse aussi directement aux ravisseurs et il les supplie de ne pas faire de mal à leur enfant dans une séquence chargée en émotions. La police, quant à elle, continue son travail titanesque d'interrogatoire des personnes qui ont assisté au vide-grenier, mais aussi au quadrillage du secteur pour essayer d'obtenir encore plus d'indices. Ils récupèrent par ailleurs un grand nombre d'heures de vidéosurveillance obtenues auprès d'entreprises, mais aussi de particuliers. L'un d'entre eux disposant notamment de 6 caméras de surveillance pour sa propre résidence. Ça fait un peu beaucoup, 6, non ?
Il y a du pont de Ligonnès dans la maison ou c'est comment? Bref, récupérer ces bandes de vidéosurveillance a été une excellente initiative de la part des enquêteurs, car elles vont parler. Dans la rue, près de la maison d'Alvin et de Cathy, peu après 3 h du matin, un véhicule s'approche du domicile. Un pick-up vert de la marque Ford et de modèle F-150 fait le tour du domicile et s'arrête à un moment donné. Voici pour les images de cette première bande, puisqu'il y en a une autre. Le camion est vu cette fois-ci 2 heures plus tard, aux alentours de 5 h du matin. Le véhicule est facilement identifiable et il se trouve sur une route, mais la particularité de ces images est qu'à l'arrière de ce pick-up, il y a cette fois-ci quelque chose de grand et de blanc. 2 heures plus tard, la même caméra filme à nouveau le pick-up vert, mais il n'y a plus l'objet de grande taille et de couleur blanche qui se trouvait à l'arrière. Dès lors, la police va transmettre ces images au public, puisque le conducteur de ce pick-up a peut-être des informations sur les événements qui se sont déroulés cette nuit à la maison d'Alvin et de Cathy. Et cela fonctionne, car Patty, une femme, a remarqué l'avis de la police, et il semblerait qu'elle connaisse un pick-up de cette couleur et de cette marque. Le véhicule est en tout point similaire à celui de son frère aîné, Douglas Garland. Et oui, cette même personne qui se trouve sur la liste de la police avec des individus considérés d'intérêt pour l'enquête. Patty Garland contacte donc les agents de police en charge de cette affaire et leur transmet même une photo du véhicule de son frère. Patty s'était brouillée avec son frère depuis plus d'1 an, mais elle se trouvait en ville ce jour-là car les parents de son partenaire avaient disparu. Et ses parents étaient Alvin et Cathy. En effet, Patty Garland, la sœur de Douglas Garland, est en couple avec le fils d'Alvin et Cathy qui ont disparu. Leur fils, lui, s'appelle Allen. Désormais, il y a bien trop de connexions entre la famille Garland et la famille Lickness. Les policiers vont donc se pencher sérieusement sur Douglas. En premier lieu, ils font correspondre le véhicule de Douglas Garland avec celui qui a été observé sur les images de vidéosurveillance. En second lieu, ils se rendent sur sa propriété. Celle-ci se trouve à Airdrie, au nord de Calgary, et lorsque les enquêteurs se rendent sur place, ils voient de leurs propres yeux le pick-up vert. Immédiatement, Douglas est appréhendé pour être interrogé. En parallèle, les médias sont mis au fait de cette arrestation. Et ceux-ci vont remuer le passé de l'homme et en faire remonter des antécédents criminels. Mais ils vont aussi découvrir le fameux lien entre la famille Garland et Lickness. Avec tous ces remous médiatiques, un porte-parole de la police est mis en avant et il détaille qu'ils espèrent toujours retrouver les 3 personnes vivantes. Le 10 juillet 2014, de grandes recherches sont lancées sur la propriété de Douglas. Le but étant de retrouver les personnes qui ont été enlevées. C'est pour cette raison qu'il est demandé au voisinage un coup de main également et de signaler à la police tout ce qui pourrait paraître anormal. Tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de retrouver vivants les 3 personnes enlevées. Le moindre centimètre carré de la propriété de Douglas ainsi que les champs voisins sont analysés, mais il n'y a rien. Et bien que de nombreuses connexions ont été établies entre la famille Garland et Lickness, il n'y a rien qui peut relier directement Douglas à ces enlèvements et potentiellement ces meurtres. Et voici que le lendemain, le 11 juillet 2014, Douglas Garland se retrouve devant le tribunal. Une comparution surprenante, dans la mesure où aucun cadavre n'a été retrouvé et où l'enquête est encore en cours. En réalité, il ne fait pas face à des accusations d'enlèvement, voire de meurtre, mais d'usurpation d'identité. Car oui, Douglas a un passé peu commun, mais on y reviendra un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, à l'issue de son audience, il a été libéré sous caution. Une caution dont le montant s'élève à 750 $. Alors je sais pas comment ça marche le système de caution au Canada, 750 $, ça paraît pas beaucoup pour une personne a priori récidiviste. Et même si Douglas n'a pas fait face à des accusations d'enlèvement et de meurtre, il se pourrait que très bientôt, ils doivent répondre de ces accusations justement. Car 3 jours plus tard, le 14 juillet 2014, le parquet canadien est saisi pour des faits de meurtre au premier degré et au second degré. Et ce, même si aucune dépouille n'a encore été retrouvée, et si il n'y a pas non plus de suspect nommément désigné. Et si ce sont les motifs de meurtre au premier degré et au second degré qui sont retenus, c'est parce que les autorités ont estimé que les personnes qui avaient été enlevées, au vu de la quantité de sang retrouvée dans la maison, sont décédées à présent. En effet, selon les experts, il était impossible pour les victimes de survivre sans soins médicaux urgents quelques heures voire quelques jours après leur enlèvement. Le meurtre au premier degré concerne Cathy et Alvin qui, a priori, étaient les cibles visées.
Le meurtre au second degré, lui, s'explique par la présence de Nathan qui aurait déstabilisé l'agresseur et qui serait en réalité une victime collatérale. Il n'y avait pas de volonté de cibler l'enfant, mais malheureusement, il se trouvait sur les lieux à ce moment. A noter que l'absence de cadavre au Canada n'empêche pas d'ouvrir une procédure pour meurtre. Bien entendu, il est plus aisé et efficace de condamner une personne pour meurtre lorsqu'il y a un cadavre, mais lorsqu'il n'y en a pas, et si toutes les preuves indiquent que la personne est coupable, il est possible de générer une condamnation sur cette base. Et c'est ainsi que Douglas Garland est inculpé pour le meurtre de Alvin et Kathy Lickness et du petit Nathan O'Brien. L'alerte enlèvement est levée et Douglas, qui se trouvait en liberté sous caution, est à nouveau appréhendé et enfermé. Au moment de son interpellation, il est un homme chauve, âgé de 54 ans, de corpulence moyenne et portant des lunettes. Et le passé de cet individu est intéressant. Laissez-moi vous le présenter. Douglas est l'aîné d'une fratrie de 3. Il est élevé au nord de Calgary dans une ferme. Il est une personne très intelligente, mais en proie à des soucis mentaux qui le plongent par moments en pleine dépression. D'ailleurs, c'est ce qui viendra mettre un terme à son cycle universitaire, alors même que tout se passait bien dans son parcours scolaire jusque-là. A noter qu'entre les années 1980 et 1990, Douglas est accusé de port d'armes illégales et d'agression. Et pour une raison obscure et qui n'est pas détaillée, en 1992, ses poursuites sont abandonnées. Bien qu'il vienne d'échapper possiblement à une peine d'emprisonnement, cela n'empêche pas Douglas de continuer ses activités illicites. Il verra d'ailleurs la police venir toquer au domicile de ses parents pour l'interpeller après qu'ils aient découvert qu'il fabriquait de la méthamphétamine. Il comparaîtra libre dans cette affaire devant le tribunal et il s'y rendra une première fois avant de s'échapper et de se rendre dans l'état voisin d'Alberta, la Colombie-Britannique. C'est dans cette province qu'il usurpera l'identité de Matthew Hartley, un jeune homme de 14 ans décédé en 1980 dans un accident de voiture. Avec ce nouveau profil, il mentira et dira qu'il a les diplômes nécessaires pour occuper un emploi dans un laboratoire qui étudie les pesticides et les herbicides. Et l'intelligence de Douglas va le servir, puisque même s'il n'a jamais étudié dans ce domaine, il va réussir sa carrière en tant qu'employé au sein d'un laboratoire. Il en deviendra même l'un des superviseurs, mais en 1997, 4 ans plus tard, une dépression va à nouveau frapper Douglas. Cette pathologie sera incompatible avec son métier et il sera licencié au cours de cette année. 2 ans plus tard, alors qu'il a trouvé un emploi à l'Institut de technologie de Colombie-Britannique, il est interpellé pour une sombre affaire de vol de remorque. Et Douglas doit faire face au tribunal sous sa réelle identité, ce qui signifie que les faits de production illégale de méthamphétamine sont à nouveau mis sur la table, ainsi que celui du vol de remorque. Il sera condamné à 39 mois d'emprisonnement pour la production illicite de méthamphétamine et à 1 mois pour le vol de remorque. Mais après 6 mois d'enfermement seulement, sur les 40 qu'il aurait dû effectuer, une libération conditionnelle lui est offerte, à condition, néanmoins, qu'il soit suivi de près par un psychologue ainsi qu'un psychiatre. D'ailleurs, les 2 diagnostics sont similaires. Le psychologue ainsi que le psychiatre évaluent à très faible le potentiel de violence chez Douglas. Et vous allez voir qu'au Canada, sur cette affaire, ils n'ont pas eu le nez creux. Suite à ces mésaventures, entre 2005 et 2014, Douglas est retourné vivre auprès de ses parents au nord de Calgary dans la ferme. Mais pourquoi aurait-il souhaité la mort d'Alvin, Kathy et de Nathan? Il est vrai que Douglas n'est pas un enfant de cœur, mais il n'a jamais commis de meurtre jusqu'à présent. Et bien là aussi, il faut remonter à peu près à une dizaine d'années en arrière. Alvin Lickness était en train de mettre au point un système de pompe expérimental pour le secteur du gaz et du pétrole. Allen, le fils d'Alvin, indique à son père qu'il connaît une personne qui pourrait venir en renfort sur ce projet, et cette personne, c'est Douglas. Il est donc embauché par Alvin pour ce projet qui le rémunère normalement. À ses débuts, la collaboration est tout à fait fonctionnelle. Néanmoins, au fur et à mesure du temps, la présence de Douglas sur les lieux pour travailler sur la pompe se fait de plus en plus rare. À tel point qu'Alvin a considéré qu'il ne reviendrait plus jamais et a fini lui-même son projet, et il l'a breveté. Simplement, lorsqu'il brevette cette invention, Alvin n'indique que son nom sur le brevet et non pas celui de Douglas. Et ceci va mettre en colère l'homme, une colère qui va persister durant 10 ans. Pourtant, ce projet ne rapportera aucun bénéfice à Alvin, il aura même plutôt perdu de l'argent, donc en réalité, Douglas n'a absolument rien manqué.
Mais cette rancœur de Douglas envers Alvin va être nourrie pendant une décennie, et ceci va aboutir à un projet de meurtre. Nous sommes désormais 9 mois après la disparition des 3 personnes, et un événement surprenant va se produire. Un photographe aérien pour l'analyse des sols est en train de consulter ses clichés lorsqu'il tombe sur quelque chose de perturbant. En regardant la date et l'heure des photos qui ont été prises depuis son avion, il constate qu'il est passé au-dessus de la propriété de Douglas Garland le jour des enlèvements présumés. Ces clichés sont aussitôt déposés auprès de la police et ils vont avoir une importance capitale. Car 2 mois plus tard, en mai 2015, voici que s'ouvre le procès de Douglas. Celui-ci est désormais accusé pour les meurtres au premier degré d'Alvin et de Cathy, mais également pour le meurtre non plus au second degré, mais au premier degré de Nathan. Les cadavres n'ont toujours pas été retrouvés, néanmoins, le parquet a décidé de requalifier les faits et surtout de l'aggraver dans le cas du meurtre de l'enfant de 5 ans. Les faits sont donc exposés au jury et il y a une forme de reconstitution des événements de cette terrible nuit. Alors qu'Alvin, Cathy et Nathan étaient en plein sommeil, ils ont été sauvagement agressés pour être transportés de leur maison à la ferme de Douglas Garland. Et c'est à cet endroit qu'ils auraient été tués. Mais tenez-vous bien, ceci ne s'est pas fait en un instant. Cela a pris plusieurs jours avant qu'ils meurent. C'est en tout cas ce qui en ressort des expertises ainsi que des trouvailles des policiers sur la propriété de Douglas. Lorsque les officiers s'étaient rendus à la ferme, ils étaient tombés sur un baril encore fumant avec à l'intérieur des ossements. Toujours dans ce baril se trouvait une petite dent qui n'appartenait pas à un adulte mais certainement à un enfant. À proximité du baril fumant, il y avait des morceaux de chair brûlée. Dans l'un des nombreux bâtiments qui parsèment la propriété de Douglas, une scie à métaux est analysée et l'ADN du petit Nathan est retrouvé sur la lame de cet outil. Plus effrayant encore, sur des crochets à viande sont retrouvés l'ADN des 3 victimes, Alvin, Cathy et Nathan. Dans l'une des dépendances de la ferme, les enquêteurs mettent la main sur un sac qui contient réellement le nécessaire du petit tueur. Le sac contient entre autres des menottes, un couteau ainsi qu'une matraque. Dans une remorque sont jetés en tas des habits qui appartiennent clairement à des adultes ainsi qu'à un enfant. À côté des vêtements se trouve un sac rempli de couches pour adultes qui, a priori, proviennent de l'hôpital de Calgary. Sur les lieux, ce sont près de 1400 pièces à conviction qui sont prélevées par les officiers de police. Et seulement 89 seront présentées au cours du procès. Et c'est notamment grâce à elles qu'un mobile pour ce meurtre a pu émaner dans cette affaire. Car la police a mis la main sur un disque dur qui était dissimulé à l'intérieur de la maison de Douglas. Mais également un ordinateur, et au sein de celui-ci, ils ont pu consulter son historique de navigation. Et de nombreuses recherches internet avaient été effectuées pour surveiller la vie d'Alvin et de Cathy. C'est ainsi que Douglas a appris que le couple avait comme projet de déménager à 300 km de là dans la ville d'Edmonton, ce qui aurait perturbé ses plans. Il a donc tout simplement décidé de les mettre à exécution. Et c'est dans le disque dur qui était dissimulé dans la maison que l'on retrouve des données qui ont permis à Douglas d'en apprendre un peu plus sur les moyens de tuer un homme et de faire disparaître un corps. Il y avait des manuels sur les autopsies, sur les moyens de démembrer un corps, et notamment avec une scie à métaux. Mais aussi le meilleur moyen de mettre fin à une vie, de manière lente ou rapide. Également des informations pour éliminer toute trace d'identification, avec les dents, les empreintes digitales, etc. Et les recherches les plus effrayantes sont certainement celles sur les moyens de torture les plus douloureux et la dissection humaine. Et dans cet objectif morbide d'apprendre à découper et tuer des personnes, Douglas avait sur son disque dur un dossier qui s'appelait Gaul. Dans ce dossier, il était possible de retrouver 87 photos de personnes décédées et démembrées, ainsi qu'un document qui était littéralement un tutoriel pour mettre fin à une vie humaine et se débarrasser du corps. Et à côté de ces horribles recherches ainsi que ces images très démonstratives, il y en a d'autres qui sont plus perturbantes encore, comme des photos d'hommes et de femmes attachés portant des couches pour adultes, une sorte de fétichisme obscur. Bon, vous l'avez compris, la police a trouvé énormément de choses dégueulasses dans les affaires de Douglas. Mais il y a une chose qui va ressortir aussi et qui est très importante, un manuel pour apprendre à crocheter les serrures.
Et ceci est un point capital dans la démonstration de la culpabilité de Douglas dans l'enlèvement et le meurtre des 3 personnes. Car souvenez-vous, en début de vidéo, je vous avais indiqué que la porte d'entrée de la maison des Lickness n'avait pas été fracturée. Et si elle ne l'a pas été, c'est parce que durant de nombreuses années, Douglas Garland s'est entraîné à crocheter des serrures. En revanche, les enquêteurs ne trouvent absolument aucune information relative au petit garçon de 5 ans Nathan, ce qui vient confirmer qu'il est un dommage collatéral dans ces meurtres. L'étau semble se resserrer autour de Douglas, simplement, la défense va soulever un point. Effectivement, même si les ADN de ces 3 personnes sont retrouvés sur la propriété de Douglas, il n'y a rien qui permet d'affirmer que Douglas est le meurtrier et qu'il a ôté la vie de ces 3 personnes. Car sur la scène de crime, dans la maison des Lickness, il n'y a aucun ADN appartenant à Douglas. Et il faut dire que sur ce point, l'homme a été très précautionneux, puisque la police, lorsqu'elle a effectué ses recherches sur la propriété, a découvert que l'homme avait en sa possession des combinaisons qui habituellement sont utilisées par la police scientifique pour ne laisser aucune trace et pour ne pas contaminer les scènes de crime. Et même s'il est vrai qu'aucun ADN de Douglas n'a été retrouvé dans la maison où les personnes ont été attaquées, son ADN en revanche a été retrouvé sur des bottes en caoutchouc sur sa propriété, avec l'ADN des victimes également sur ses bottes. Dès lors, s'il n'avait pas été en contact avec les victimes, comment leur ADN ainsi que le sien auraient pu se retrouver sur ses bottes. S'agissant des fragments d'os retrouvés dans le baril encore fumant lorsque les officiers sont arrivés sur la propriété de Douglas, il semblerait qu'ils ne soient pas tous humains. Je dis pas tous, puisque les experts ont effectivement remarqué qu'à l'intérieur il y avait de nombreux os animaux, mais que certains pourraient être considérés comme des os humains. Et parmi ceux-ci, il y en a qui correspondraient à ceux d'un enfant de 5 ans. Malheureusement, et même pour les experts, il est compliqué d'affirmer cela avec certitude tant les os ont été carbonisés. Une chose est sûre néanmoins est que l'attaque qui s'est déroulée au sein de la maison a été particulièrement sauvage et violente. Un spécialiste des projections sanguines a retracé les événements dans leur chronologie. C'est d'abord Cathy ainsi que Nathan qui ont été attaqués les premiers dans la chambre avec un objet contondant. Les impacts avec cette arme ont généré un fort écoulement de sang mais ne les a pas tués pour autant. C'est pour cette raison qu'il est retrouvé sur les murs de la maison des traces de mains de l'enfant de 5 ans qui s'appuyait sur les murs étant étourdi. Et il en est de même pour les traces de mains ensanglantées adultes. Alvin, quant à lui, a été attaqué dans un second temps, et ceci est appuyé par les traces de lutte qui ont été relevées par l'expert. Et il se serait battu coûte que coûte pour essayer de rester à l'intérieur de la maison, mais il aurait été traîné violemment ainsi que Cathy et Nathan à l'extérieur. Désormais, c'est au tour du photographe aérien de se présenter à la barre avec les clichés qu'il a découverts. Il survolait la zone avec à bord de son avion un appareil photo qui prend des clichés toutes les 3 secondes pour créer des relevés topographiques. Et comme vous le savez désormais, cet avion est passé au-dessus de la propriété de Douglas le jour de l'enlèvement des 3 personnes. Et il est très facile de distinguer sur les clichés de l'aviateur 2 formes d'adultes et celle d'un enfant. Les corps des 2 adultes semblent nus, à l'exception d'un tissu blanc qui ressemble à des couches pour adultes. Il est plus compliqué en revanche de distinguer le corps de l'enfant du fait de sa petite taille, mais il est observable. Et il apparaît que ces 3 corps semblent allongés dans l'herbe à côté d'un baril en feu qui dégage de la fumée. Et enfin, à côté de tout ça, il semble qu'il y ait une ombre d'une personne qui se tienne debout à côté de 3 personnes inanimées. Lors du procès, la présentation de ces clichés a déchiré le cœur des victimes et la séance a dû être suspendue. Après 5 semaines de procédure, le 16 février 2017, il est temps de rendre le verdict. Les jurés se retirent durant 9 heures, au cours desquelles ils vont délibérer sur la culpabilité ou non de Douglas Garland. Et leur verdict définitif sera le suivant: Douglas est reconnu coupable des 3 chefs d'accusation pour meurtre. À l'énoncé du verdict, l'homme ne montrera aucune émotion ni aucun remords, et il n'en montrera pas plus à l'énoncé de sa sentence, alors même qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle avant 75 ans, ce qui l'amènerait à ses 129 ans. Douglas Garland sera donc envoyé dans un centre de détention provisoire à Calgary, et à peine a-t-il mis les pieds dans cet établissement qu'il est agressé violemment par 4 autres détenus et il devra faire un séjour à l'hôpital. Le 6 mars 2017, il est transféré dans un autre établissement, à Edmonton, mais là aussi, il sera immédiatement agressé par d'autres détenus. Il semblerait que les meurtres particulièrement violents avec de la torture et notamment le fait d'avoir ôté la vie à un enfant de 5 ans
ne passe pas, même auprès des prisonniers et des pires criminels qui se trouvent dans ces prisons. Voici pour cette terrible affaire, où il reste une part de mystère, puisqu'on le rappelle, les cadavres n'ont pas été retrouvés. Mais au vu des indices et des preuves médico-légales, on ose imaginer ce qui est arrivé à ces 3 personnes, et notamment cet enfant de 5 ans. Et c'est peut-être mieux ainsi, qu'on ne sache pas ce qu'il s'est réellement passé et quelle folie a traversé l'esprit de Douglas au moment où il a décidé de torturer ces pauvres personnes. La grande majorité des crimes restent des mystères, et l'histoire derrière ces actes odieux finit par disparaître avec celui ou celle qui les a commis qui repose désormais 6 pieds sous terre. Parfois, alors que tout espoir semble anéanti, les années, voire les décennies s'étant écoulées, et malgré une débauche d'énergie incroyable afin de résoudre un meurtre, une dernière étincelle jaillit, bouleversant le cours de l'histoire. Prenons la direction du Japon, au sud de l'île principale où se situe la ville d'Atsukaishi, une cité côtière prospère de la préfecture d'Hiroshima, dont le nom vient des étals de marché traditionnels qui remplissent encore les rues aujourd'hui. Non loin de la ville se trouve l'île surprenante de Miyajima, peuplée de cerfs en liberté, de sanctuaires impressionnants et abritant l'emblématique torii flottant. Le torii est un portail qui orne les sanctuaires shintoïstes et que l'on peut très régulièrement apercevoir sur des images représentant le Japon. Malgré la tranquillité de la ville due à son éloignement des autres grandes métropoles comme Tokyo ou Osaka, celle-ci sera brisée au cours de l'année 2004 lorsque des événements dramatiques se produiront, donnant lieu à l'une des affaires les plus intrigantes du pays, poussant la très calme Atsukaishi sur le devant de la scène japonaise. En 2004, une lycéenne de 17 ans, nommée Satomi Kitaguchi, brillante et populaire dans son établissement, met tout en œuvre afin de rendre fière sa famille en réalisant le parcours scolaire le plus accompli. Elle étudie dur dans l'objectif de s'assurer une place au sein de l'une des universités les plus reconnues du Japon pour réaliser enfin son rêve d'être architecte. Bon, personnellement, je ne trouve pas que c'est un super rêve. Quand j'étais petit, j'aurais plutôt voulu être un gangster, un mafieux ou un politicien, quelque chose dans ces eaux-là. Quoi qu'il en soit, Satomi est une fille studieuse, agréable et proche de ses camarades. Cette proximité se retrouve également au sein de sa famille, où l'adolescente s'occupe de sa petite sœur, répondant au moindre de ses besoins. Pourtant, la vie sans encombre des Kitaguchi s'apprête à basculer ce 5 octobre 2004. Ce jour, Satomi et ses camarades de classe obtiennent une excellente nouvelle. Ils sont libérés de façon anticipée à midi. Ceci s'explique par la période des examens de fin d'études qui se déroule actuellement. L'adolescente a pour habitude de faire le trajet entre la maison familiale et l'établissement scolaire à vélo. Lorsqu'elle a terminé son examen à midi, elle chevauche donc sa bicyclette et arrive sur les coups de 13 h à son domicile. Elle est accueillie par sa grand-mère ainsi que sa petite sœur qui sont les seuls membres de la famille présents dans la maison à cet instant. Les parents étant absents puisqu'en plein milieu de journée, ces derniers sont chacun sur leur lieu de travail respectif. Satomi prend un déjeuner, puis se rend dans sa chambre pour récupérer de la charge émotionnelle ainsi que du stress engendré par l'examen de la matinée avant d'aller, elle aussi, travailler à 17 h dans le cadre de l'emploi qu'elle occupe à côté de ses études. Une chose à comprendre pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la culture nippone, les maisons familiales peuvent être divisées en plusieurs bâtiments et non être un simple bloc. Ce qui est le cas de la famille Kitaguchi, dont le domicile est scindé en 3 bâtiments distincts où sont répartis les grands-parents, les parents et les enfants. Satomi s'est donc retirée dans le bâtiment affecté aux enfants de la famille où se situe sa chambre sur les coups de 14 h afin d'y faire une sieste d'environ 1 heure. Elle se couche donc tranquillement, puis s'endort. Durant l'heure qui s'écoule, la grand-mère de Satomi ainsi que sa petite sœur sont devant la télévision.
lorsque leur activité est brusquement interrompue par des cris stridents provenant d'un autre bâtiment de la maison. La grand-mère ouvre la porte en espérant retrouver sa petite fille. Satomi est bien présente, simplement, elle gît sur le sol. Son corps est orné de ce qui semble être son sang, mais surtout, se tient devant elle un homme inconnu de la famille, armé d'un couteau dont un liquide rougeâtre coule le long de sa lame. La grand-mère crie à son autre petite fille de s'enfuir, ce qu'elle fait dans une panique sans commune mesure. La grand-mère, quant à elle, ne peut pas laisser sa petite fille à la merci de l'agresseur. Elle se lance donc dans une bataille perdue d'avance face à un homme plus jeune et armé d'un couteau pour sauver Satomi. Elle sera transpercée à plus de 10 reprises par une lame acérée, mais réussira, grâce à son abnégation, à faire fuir l'agresseur. Malgré les nombreuses blessures qu'elle vient de subir, la grand-mère puise dans ses dernières forces pour se glisser jusqu'au téléphone. Elle contacte la police, leur décrit succinctement les événements, donne l'adresse de la maison, puis finit par perdre connaissance. La sœur de Satomi, pendant ce temps, continue de courir en s'éloignant autant qu'elle le peut de la maison, mais elle avance difficilement, surprise par la présence de l'individu, et dans la précipitation, la voilà pieds nus, avec les cailloux qui s'enfoncent dans ses pieds à chaque pas. Après environ 50 mètres de course effrénée, elle atteint un commerce, une jardinerie dont les employés ne cachent pas leur étonnement lorsqu'ils aperçoivent la jeune fille débouler chez eux. Le souffle coupé, en larmes et quelque peu étourdie par la décharge d'adrénaline qu'elle vient de connaître, elle s'exprime difficilement, mais parvient à délivrer finalement son message, appeler la police. La fillette est encore à l'école primaire. Le traumatisme qu'elle vient de vivre sera ancré à tout jamais dans sa psyché. Les employés tentent de la réconforter autant qu'ils le peuvent, le temps que les secours arrivent pour la prendre en charge. Ces derniers sont efficaces. En quelques minutes seulement, une ambulance ainsi qu'une équipe de police sont présentes sur les lieux. La priorité absolue est d'envoyer Satomi et sa grand-mère par ambulance à l'hôpital le plus proche, dans l'espoir de sauver leur vie qui ne tient plus qu'à un fil désormais. La grand-mère, malgré plus d'une dizaine de lacérations et proche de la mort, finira par être stabilisée. Sa vie est sauve. En revanche, Satomi, la jeune adolescente de 17 ans si agréable, dont l'avenir semblait radieux, ne survivra pas à son agression et mourra à l'hôpital. Sur le lieu du crime, les enquêteurs bouclent le secteur afin que ne soient pas contaminés de possibles indices déterminants dans l'identification de l'agresseur. Ils interrogent le voisinage et, comme leur intervention fut rapide, ils installent des barrages routiers sur les axes principaux de la région dans l'espoir d'intercepter le meurtrier. La chambre de Satomi fait l'objet de fouilles, d'analyses et de prélèvements minutieux portant leurs fruits, puisque l'individu, lorsqu'il a pénétré dans la propriété, a laissé derrière lui des empreintes de chaussures. Rapidement, l'étude de ces empreintes montre qu'il s'agit de baskets de la marque Dunlop, pour une pointure estimée entre le 41 et le 42. Plus intéressant encore, une empreinte digitale est retrouvée sur une poignée de porte. Celle-ci est comparée avec les empreintes digitales d'autres criminels déjà recueillis dans la base de données nationale de la police nippone. Si le suspect mystérieux a déjà fait l'objet d'une arrestation, un lien pourra être établi. Malheureusement, aucune correspondance ne ressortira de cette comparaison. Une autre chance s'offre à la police avec la découverte d'ADN sous les ongles de Satomi, n'appartenant à aucun membre de la famille Kitaguchi. Une nouvelle fois, cette piste médico-légale n'aboutira à rien de concret. Ils obtiendront cependant et rapidement un témoignage précieux, celui de la petite sœur de Satomi. Celle-ci ayant pu croiser le regard de l'agresseur, elle pourrait délivrer des informations clés aux enquêteurs. Malgré un âge très jeune, le traumatisme qu'elle a vécu il y a quelques instants et la tristesse qui remplit son cœur, elle aiguille finalement les officiers de police. La fillette a aperçu un homme, selon elle, âgé d'une vingtaine d'années, de taille moyenne, entre 1,65 m et 1,70 m, avec une forte corpulence s'apparentant à un surpoids. Son accoutrement était de couleur noire, pour ce qui concerne son pantalon ainsi que son haut. En revanche, il était équipé de baskets de couleur claire. La sœur de Satomi a pu distinctement observer son visage, le décrivant ainsi
comme un jeune homme japonais aux cheveux courts mais hérissés de couleur brun. Enfin, l'individu qui se tenait devant elle était marqué au visage par des cicatrices profondes liées à une acné sévère. Grâce au niveau de précision apporté par ce précieux témoin, les agents de police ne perdent pas de temps dans la création d'un portrait robot ainsi que sa diffusion nationale par le biais d'affiches de recherche ou de mentions à la télévision dans l'espoir que le public réagisse et transmette des informations à la police. En sachant que le meurtrier s'est enfui, les enquêteurs tentent de deviner son itinéraire de fuite. D'après la situation géographique de la maison familiale des Kitaguchi, l'individu n'aurait eu le choix qu'entre deux options, le nord ou le sud. C'est le sud qui est privilégié pour la continuité de l'enquête et la recherche de témoins potentiels. Une rivière passant au nord et limitant ainsi les moyens de s'échapper convainc les policiers qu'il est plus probable que l'individu ait choisi le sud comme échappatoire. Ils mènent alors l'enquête et les espoirs de la faire avancer vers le sud en interrogeant la population locale sur toute chose inhabituelle que le voisinage aurait pu relever. Simplement, au Japon, du fait d'une culture du travail très forte, en plein après-midi, les zones résidentielles sont totalement désertes, de sorte que l'obtention de témoignages pertinents relatifs à cette affaire semble miraculeux. Et le miracle ne se produira pas. Aucun témoin oculaire ni aucune information supplémentaire ne parviendra à la police. Cependant, les enquêteurs affirment à la famille Kitaguchi qu'avec les éléments matériels récoltés sur le lieu du crime, ainsi que le témoignage de la fille cadette, ils sont optimistes sur une résolution rapide de l'affaire. L'acte odieux dont a été victime Satomi et sa grand-mère fait grand bruit. Les médias nationaux reprennent l'information, la présentent à des millions de personnes à travers le Japon. Les chaînes de télévision étant si impliquées dans le mystère autour de ce meurtre qu'elles invitent d'anciens membres de l'agence fédérale américaine qu'est le FBI. Ils se pencheront sur les événements, donnant publiquement leur avis sur ce drame, ainsi que le profil de l'auteur derrière le crime. Leur intervention, par ailleurs, ne vise pas uniquement au bénéfice des médias et à l'augmentation de leur audimat au cours d'une émission, puisque leur aide s'avère utile pour les autorités locales. Par exemple, ils actualiseront le portrait robot établi, le rendant plus réaliste et plus évocateur. Armés de ce nouveau portrait robot, plus précis, les enquêteurs interrogent les proches de Satomi. Plein d'espoir à l'entame de cette enquête, les désillusions s'enchaînent. Aucun ami ni aucune connaissance de Satomi n'indique reconnaître la personne sur la fiche présentée. Ils sont formels, Satomi n'avait aucun ennemi. Toutes les personnes l'ayant connue sont unanimes pour dire que la personnalité de la jeune femme n'aurait jamais pu la conduire à une telle situation. À cet instant, une impasse commence à se dessiner pour les policiers, et leur optimisme initial s'évapore peu à peu. Malgré les éléments matériels récoltés sur le lieu du crime, ceux-ci ne conduisent vers aucun suspect. Les témoignages non plus ne portent pas leurs fruits. Le père de la famille Kitaguchi tente de maintenir d'actualité la recherche du meurtrier à travers un blog qu'il alimente chaque jour. Il se déplace également de façon régulière à la gare du coin qui brasse beaucoup de monde et distribue des affiches afin d'obtenir peut-être un détail qui aurait échappé aux autorités. Un véritable travail de fourmi qui ne paye malheureusement pas. C'est pourquoi, au cours du mois de mars 2008, la famille Kitaguchi tente le tout pour le tout, en offrant une récompense d'un montant de 3 millions de yens, approximativement 20 000 euros. Ces fonds, provenant des économies faites par les parents dans le but d'assurer les frais de scolarité de l'université au sein de laquelle devait se rendre Satomi. Ils espèrent que cela motivera une personne détenant des informations mais qui, peut-être par crainte, les conservait pour elle-même. Cependant, aucun indice, aussi infime soit-il, ne remontera. Les pistes s'assèchent donc peu à peu et il semblerait que le meurtrier de Satomi Kitaguchi s'en sorte à bon compte, sa trace étant désormais perdue. Le 13 avril 2018, dans la ville d'Ube, se situant au sein de la préfecture de Yamaguchi, à une grosse centaine de kilomètres de celle d'Hiroshima,
Un passant remarque depuis la voie publique, sur un site de construction, qu'un homme semble en chasser un autre. En s'approchant, il constate que ce sont deux employés et que l'un d'entre eux donne de violents coups de pied à l'arrière des cuisses de l'autre qui tente de s'échapper. Inquiet de la situation, discrètement, il contacte la police. Le temps qu'une patrouille soit envoyée, la dispute entre les deux personnes apparaît s'être calmée sans qu'aucun accrochage physique ne persiste. Lorsque les officiers débarquent sur les lieux, les événements leur sont détaillés. L'un des deux employés est un supérieur hiérarchique. Il se serait mis en colère suite à une absence injustifiée à une réunion de travail de son subordonné, ce qui aurait conduit celui-ci à donner des coups de pied. Belle ambiance! Désormais, tout le monde s'est apaisé. Simplement, au Japon, ce genre d'incidents sont documentés, ce qui signifie que les deux hommes doivent se rendre au commissariat afin d'y faire leur déposition, se soumettre à un prélèvement ADN et à la prise d'empreintes digitales. Lorsque cette annonce est faite aux deux individus, un état de malaise prend le supérieur hiérarchique de 35 ans. Les officiers de police remarquent le comportement changeant de la personne, mais ne font rien de plus que continuer la procédure en indiquant qu'il s'agit d'une simple formalité. Une fois l'étape de la récupération des empreintes digitales passée, l'un des agents de police décide de comparer ces empreintes à celles de la base de données nationale. Le comportement de l'homme ayant été suspect auparavant, il souhaite s'assurer que tout est en ordre. Si l'officier avait su qu'au cours de cette journée, il allait résoudre une affaire vieille de 14 ans qui a ému le Japon entier, il ne l'aurait certainement jamais cru. Et pourtant, voici que les empreintes digitales correspondent avec celles de l'affaire encore en cours de Satomi Kitaguchi. Elles sont similaires aux empreintes que les enquêteurs, en 2004, avaient prélevées sur une poignée de porte à l'intérieur de la maison. Avant de crier victoire et afin de s'assurer définitivement que le meurtrier de l'adolescente gît bien dans les geôles du commissariat, l'analyse ADN est réclamée à un laboratoire pour confirmation. Étant presque trop beau pour être vrai, la police continue de se méfier. Mais lorsque les résultats de l'analyse ADN tombent, il n'y a désormais plus aucun doute. Ils tiennent enfin le meurtrier de Satomi. Celui qui échappait aux autorités depuis plus de 14 ans vient de tomber pour une affaire totalement anodine et sans rapport avec le crime horrible qu'il a commis. Sachant cela, la police s'organise. D'abord, ils partent fouiller l'appartement de l'homme, puis ils interrogent ses proches, sa famille, ses voisins et toute personne qui aurait pu entrer en contact avec lui afin, notamment, de savoir si Satomi était bien la seule victime de cette personne. Jusque-là, aucun élément nouveau n'est découvert. Il est donc temps de confronter directement cet homme à ses actes perpétrés il y a 14 ans. C'est ainsi que les enquêteurs en charge de l'affaire s'installent dans la salle d'interrogatoire face à un homme nommé Manabu Kashima. Questionné sur son implication dans le meurtre de Satomi, il nie en bloc toutes les accusations à son encontre. Les officiers de police le confrontent alors aux preuves matérielles découvertes lors de ce terrible jour de 2004, ainsi que la comparaison réalisée avec ses empreintes digitales et son ADN. Malgré ces éléments probants, ne pouvant être contestés, l'individu continue de rejeter un quelconque lien avec l'affaire du meurtre de Satomi Kitaguchi. Ces preuves étant bien trop compliquées à démentir pour l'homme et sans explication valable à opposer aux enquêteurs, il finit par délivrer des aveux attendus depuis plus de 14 ans par la police, mais surtout par la famille Kitaguchi. Manabu Kashima se met donc à table et ne sera pas avare en détail. Manabu Kashima est né en 1983 à Shimonoseki. Il y débutera son parcours scolaire avant de déménager à Ube alors qu'il est encore un collégien. Il n'apprécie pas spécialement les études, mais parvient tout de même à terminer le lycée avant d'obtenir un emploi au sein d'une usine de métallurgie. C'est là-bas qu'il commencera réellement à devenir autonome, puisqu'il vivra seul dans un dortoir mis à disposition par l'entreprise. D'après Manabu Kashima, le matin de l'incident, il ne s'est pas réveillé, générant une crainte chez lui, celle que son employeur se mette en colère
et viennent le déloger du dortoir de façon violente. Une raison suffisante, à l'époque, pour le jeune homme de fuir l'endroit dans le but d'éviter les remontrances de son employeur. Simplement, en faisant ceci, il savait pertinemment qu'il s'agirait d'une faute impardonnable et que le licenciement serait au bout. C'est ainsi qu'après 3 années d'ancienneté dans cette entreprise, il ne se soucie plus de rien et ne souhaite plus jamais y mettre les pieds. Par conséquent, il monte sur son 2 roues et souhaite partir d'Ube pour se rendre à Tokyo et profiter de la vie, principalement en jouant à des jeux vidéo. Son plan est donc de traverser le Japon, de parcourir quasiment 1000 km afin de rejoindre le fameux quartier d'Akihabara à Tokyo pour s'amuser. À 21 ans, il est déjà usé du travail d'usine et souhaite profiter de la vie. Cependant, avant de partir pour ce périple, il fait une escale dans un magasin de bricolage, y achète une boussole ainsi qu'un couteau rétractable. La boussole lui servirait pour se guider à travers le pays, le couteau, lui, à se défendre lorsqu'il devra dormir à l'extérieur. Le soleil se couchant, un ami l'invite à passer la nuit chez lui avant de prendre la route le lendemain. Cependant, les parents de Manabu apprennent les projets de leur fils et ne sont absolument pas emballés par cette idée. Ils décident donc de le rattraper, afin de le convaincre de ne surtout pas faire une telle erreur. La décision est pourtant déjà prise, rien ne le fera reculer. Ses parents le suivent, mais le jeune homme parvient à les semer puis s'arrête quelques kilomètres plus loin pour se débarrasser de son téléphone portable qu'il jette dans une rivière. Le voici enfin libéré de toute contrainte. En véritable crise existentielle, il estime qu'il n'y a plus rien de bon pour lui à Ube et ne veut d'ailleurs plus jamais y revenir. Il entame donc son trajet vers sa nouvelle vie lorsqu'il croise une adolescente à vélo, visiblement une lycéenne d'après la tenue qu'elle porte. Il s'agit de Satomi Kitaguchi. Manabu raconte les pensées noires qui lui ont traversé l'esprit à l'instant où il a aperçu l'adolescente. Des pulsions de nature sexuelle ont grandi en lui, au point qu'il en perde sa lucidité. À présent, il ne vit que pour un seul objectif, les assouvir. Satomi est donc sa proie désignée. La jeune femme est suivie sans qu'elle ne le sache par un prédateur redoutable. Pourtant, ce dernier sera patient et ne se jettera pas de façon désorganisée sur Satomi. Il l'observe rentrer chez elle, puis il repère les alentours afin de s'assurer qu'aucun témoin n'aurait pu le voir ou n'interviendrait durant son acte malsain. Manabu continue son observation. Il constate que Satomi sort d'un des bâtiments de la propriété pour se rendre à un second, et s'isole par conséquent. Cependant, la précipitation n'est toujours pas de mise. L'agresseur reste aux aguets et patiente. Puis, lorsqu'il estime le moment opportun, il se dirige vers l'entrée par laquelle l'adolescente est passée. Il grimpe au niveau de la chambre de celle-ci et voit sa future victime allongée en plein sommeil. Manabu réveille Satomi. Il lui ordonne 2 choses. La première, de ne pas bouger. La seconde, de se déshabiller. Face à un inconnu dans sa propre chambre, souhaitant par ailleurs qu'elle se dénude, la jeune femme, par réflexe, lance une alerte à travers un long cri puissant et strident. Dans la foulée, elle tente de s'enfuir en sortant du bâtiment afin de rejoindre une personne qui pourrait venir à son aide. Elle court vers les escaliers, l'individu n'est pas loin derrière elle et la poursuit. Avant qu'elle n'atteigne les escaliers, Satomi est mortellement poignardé. Son corps s'effondre, dévalant jusqu'à l'entrée. À son tour, Manabu descend l'étage, se tenant debout devant elle. Soudainement, une porte s'ouvre. Il s'agit de la grand-mère et de la petite sœur de Satomi. Les 3 personnes se regardent une fraction de seconde, avant que la petite sœur ne se mette à courir, poursuivie par Manabu. La grand-mère s'interpose, ce qui le fait abandonner sa première cible. Il s'acharne donc sur la femme âgée qui sera lacérée à plus de 10 reprises par la lame de l'agresseur. La fillette ayant disparu, l'homme ne s'attarde plus sur les lieux. Il monte sur sa moto et repart en direction de Tokyo. Plusieurs jours durant, il dépensera ses économies à travers la capitale. Il explique avoir eu beaucoup de regrets suite à son crime, ce qui ne l'a pas empêché pourtant de s'amuser. Finalement, sans être capable de subvenir à ses besoins dans la coûteuse ville de Tokyo, Manabu retourne chez ses parents
malgré sa promesse de ne plus jamais mettre les pieds à Hubei. C'est ainsi qu'il a été embauché dans une entreprise de construction quelque temps plus tard, où il en sera un salarié au cours des 13 prochaines années. Il devient un véritable employé modèle, grimpant les échelons au point de devenir un supérieur hiérarchique et gérer une équipe. Au sein de son entreprise, il avait montré une facette si différente de lui que son employeur, au moment de son arrestation, indiquait que la police se trompait nécessairement de personne. Simplement, la vérité est que Manabu refoule au fond de lui de sombres pulsions. Dans sa jeunesse, lorsque des animaux mouraient écrasés par un véhicule, par exemple, il ne montrait aucune empathie et se satisfaisait de la mort de ceux-ci. Lors de son adolescence, il avait une attirance particulière pour les films extrêmes exposant de la souffrance à l'écran. Et bien sûr, il y eut ce sinistre incident avec la pauvre Satomi. Quoi qu'il en soit, après cet entretien riche en informations, les enquêteurs se lancent dans une seconde perquisition au domicile familial de Manabu cette fois-ci. Là-bas, contre toute attente, ils découvrent l'arme du crime, le couteau rétractable qui a servi au meurtre de Satomi. Questionné sur la raison de la conservation d'un objet si incriminant durant 14 ans, Manabu répond qu'il se sentait responsable de toute cette histoire et ne pouvait pas se séparer du couteau. Certains agents de police pensent, en revanche, qu'il s'agit en réalité d'une sorte de trophée d'un acte dont il est fier. C'est ainsi que le 3 mars 2020 débute le procès de Manabu Kashima à Hiroshima. La grand-mère de Satomi est la première à témoigner. Elle indique qu'après l'incident, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Elle pensait d'abord avoir fait une chute lorsque les médecins lui ont annoncé qu'elle avait subi une agression au couteau. Elle exprime également au cours du procès toute sa tristesse de ne pas avoir réussi à sauver la vie de sa petite fille. La sœur de Satomi, également, témoigne en parlant du traumatisme que Manabu a créé chez elle, craignant chaque jour pour sa vie jusqu'à son arrestation. De façon surprenante, en larmes, Manabu requiert la peine de mort à son encontre comme condamnation pour l'acte qu'il a commis. Cependant, le juge japonais n'ira pas dans son sens et condamnera Manabu Kashima le 18 mars 2020 à une peine d'emprisonnement à vie. La famille Kitaguchi continue aujourd'hui de commémorer la mémoire de Satomi à travers le blog que tient le père en ravivant des souvenirs de sa fille. En 1995, dans la ville d'Ottawa, au Canada, vit une femme âgée de 46 ans, Louise Ellis. Louise est une personne agréable, intelligente et drôle. Elle attire la sympathie des personnes qui l'entourent et elle a beaucoup d'amis. La femme réussit à vivre de sa passion, puisque depuis plusieurs années à présent, elle rédige et illustre des livres. L'éventail des ouvrages qu'elle réalise est très large. Cela peut aller du livre pour enfants au roman criminel. Et d'ailleurs, en 1992, la voici qu'elle planche sur un roman à propos de David Milgaard. Mais avant de progresser encore un peu plus dans notre affaire, nous devons en aborder une autre, celle de David Milgaard justement. Le 31 janvier 1969, à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, une infirmière, Gail Miller, est retrouvée assassinée après avoir été abusée sexuellement. Durant le laps de temps au cours duquel ce crime odieux a été commis, un adolescent âgé de 16 ans se trouve dans la ville de Saskatoon, et cet adolescent, c'est David Milgaard. Le jeune homme est d'abord suspecté dans cette affaire par les policiers, puis ces derniers vont procéder à son arrestation et l'inculper pour le meurtre de Gail Miller. Au cours du procès, le jury tranchera et confirmera la culpabilité de David Milgaard dans le meurtre. Il est donc condamné à une peine d'emprisonnement. Simplement, David Milgaard continue de clamer son innocence et une partie de l'opinion publique le croit. Et pour cause, il semblerait que des éléments détenus par la police et démontrant l'innocence de cette personne n'ont jamais été révélés. Ce n'est qu'après avoir passé 23 ans derrière les barreaux que la Cour suprême canadienne annulera sa condamnation et demandera la tenue d'un nouveau procès. Et bien que l'homme soit à présent libéré,
il n'est toujours pas innocenté pour autant. Mais la preuve irréfutable innocentant David Milgaard pour le meurtre de Gail Miller sera apportée au cours de l'année 1997 par l'ADN. Ces échantillons d'ADN qui auraient dû éviter la prison à David Milgaard, ou du moins l'en libérer au moins beaucoup plus tôt, étaient en réalité conservés par la police de Saskatoon depuis des années. Et suite à ces analyses de ces échantillons ADN, en 1997, il est définitivement démontré que David Milgaard est hors de cause et que le meurtrier s'appelle en réalité Larry Fisher. Et Larry Fisher était déjà connu des services de police de la ville de Saskatoon dans les années 70, ayant connu une première condamnation pour viol. Qui plus est, au début des années 80, Linda Fisher, l'ex-conjointe de Larry, avait prévenu les policiers en leur indiquant que certainement il était l'auteur du meurtre de Gail Miller. Si elle a pu apporter cette information aux policiers, c'est parce qu'elle avait remarqué qu'un couteau était manquant chez elle et qu'elle avait confronté son mari au meurtre de Gail Miller et son attitude paraissait suspecte. Les enquêteurs canadiens ont toujours refusé d'approfondir les informations apportées par Linda Fisher, ce qui a conduit à la condamnation de David Milgaard, pourtant innocent. Louise Ellis, notre écrivaine, quant à elle, faisait partie du groupe de soutien à David Milgaard justement pour tenter de l'innocenter. En parallèle, elle rédigeait un roman sur sa personne et elle participait donc à toutes les audiences de la Cour suprême qui concernaient cette affaire. Et en 1992, alors qu'elle assiste à l'une de ces audiences, un homme doit se présenter à la barre et il s'agit de Brett Morgan. Et il est un témoin important puisqu'il se présente à la barre de la Cour suprême avec un témoignage selon lequel Larry Fisher, son ancien compagnon de cellule, se serait vanté d'avoir fait condamner une autre personne à sa place pour le meurtre d'une femme. Et cet agissement de Brett Morgan n'est pas anodin. Un codétenu qui se présente à la barre de la Cour suprême pour en balancer un autre met sa vie en jeu. Une forme d'acte de bravoure que Louise admire. Et alors que Brett est tiré hors de la salle d'audience pour être amené à nouveau à l'établissement pénitentiaire, Louise l'interpelle une seconde. Elle demande à lui parler rapidement et elle explique à Brett qu'elle trouve véritablement courageux ce qu'il est en train de faire et elle lui demande aussi si elle peut garder contact avec lui. C'est ainsi que l'homme et la femme échangent de manière régulière. Elle ira même lui rendre visite directement en prison. Les 2 années de contact régulier entre Louise et Brett vont créer une histoire d'amour entre eux. À tel point que la femme va mettre en œuvre tous les moyens possibles et à sa disposition pour tenter d'obtenir une libération conditionnelle pour Brett. Malheureusement, la partie n'est pas gagnée d'avance, puisqu'en 1978, dans la ville d'Edmonton, Brett a étranglé une prostituée sous les effets de la cocaïne, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement assez lourde. Précisément 10 ans d'emprisonnement, puisqu'il a été condamné sur la base d'un homicide involontaire, mais il n'en réalisera que 8 grâce à l'intervention de Louise. La femme aura sué sang et eau pour lui obtenir cette libération anticipée en payant notamment de très bons avocats qui ont assuré sa défense. Brett Morgan est donc libéré au cours de l'année 1994 et aussitôt à l'extérieur de la prison, il rejoint Louise pour s'installer avec elle. Les deux poursuivent leur relation amoureuse entamée il y a 2 ans déjà. Mais les 2 personnalités sont bien différentes pourtant. Louise, comme je vous l'ai décrite auparavant, est une personne intelligente, sociable et dévouée, là où Brett est plutôt rude et brute. Il a connu une enfance très difficile et a été maltraité, ce qui l'a amené par la suite à consommer des substances illégales et a engendré sa condamnation pour homicide involontaire. Mais Louise ne s'arrête pas à ça, et coûte que coûte, elle veut aider Brett à se remettre sur le droit chemin, et elle l'aide de toutes les manières possibles, notamment financièrement. Tout semble se dérouler correctement entre eux, leur relation dure depuis 9 mois en dehors de la prison à présent, et nous arrivons au samedi 22 avril 1995. Ce jour, aux alentours de 13h15, Louise quitte Ottawa pour se rendre sur les hauteurs de Gatineau. Il y a à peu près 15 ou 20 minutes de trajet avant d'atteindre sa destination qui est la maison de son ex-petite ami John Maisonneuve ainsi que sa fille. Bien que la relation entre Louise et John fût assez ambiguë, elle sera définitivement terminée lorsque Louise rencontrera Brett. Pour autant, elle restera très amie avec John. D'une part parce qu'elle l'apprécie,
Et d'autre part, parce qu'elle a créé un lien avec sa fille, et le samedi 22 avril 1995, c'est son anniversaire. Louise a donc prévu de se rendre à la maison de John pour fêter l'anniversaire de sa fille et lui apporter un cadeau. Malheureusement, le samedi 22 avril, Louise ne s'est jamais présentée à la maison de John Maisonneuve. Et le lendemain, le dimanche 23 avril, l'un de ses amis signale sa voiture présente sur le côté de la route. La voiture se trouve toujours sur les hauteurs de Gatineau, non loin de la maison de John, et elle est entièrement verrouillée. En observant à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, il est clair qu'il n'y a pas de signe de lutte ou d'une quelconque agitation. La personne qui se trouvait à l'intérieur a tout simplement quitté le véhicule de manière volontaire et l'a fermé. Plus surprenant, en revanche, c'est la présence de nombreuses affaires de Louise à l'intérieur, comme un sac de voyage contenant des vêtements, un livre dédicacé qu'elle était censée offrir à la fille de John pour son anniversaire, et puis son sac à main dans lequel se trouvent tous ses effets personnels, notamment son permis de conduire, sa carte d'identité et sa carte bancaire. Pourquoi Louise aurait-elle abandonné son véhicule à cet endroit de manière volontaire avant de s'évaporer? Cela n'a pas de sens. Et l'ami qui a retrouvé la voiture appelle Brett. L'homme, inquiet de ne pas avoir eu de nouvelles de sa petite amie depuis de si longues heures, et après avoir entendu cette nouvelle, appelle immédiatement la police. Avec lui, les amis ainsi que la famille de Louise vont se réunir et ils vont parcourir les alentours de l'endroit où a été retrouvée la voiture pour essayer de trouver une trace ou un indice. Ils vérifient donc les buissons, les rivières, parcourent la forêt, mais malgré leurs efforts acharnés, il n'y a rien qui n'est retrouvé. Mais Brett n'abandonne pas et il imprime en grand nombre des affiches avec la photo de Louise. Il les distribue, les placarde et continue de parcourir la zone où elle aurait pu disparaître. Il se rend tous les jours sur les lieux, des heures durant, parcourt des kilomètres, arrête le moindre automobiliste en lui tendant l'affiche qu'il a imprimée et demandant s'il a vu la personne disparue. Il participe aussi à des entretiens avec des médias locaux afin de propager l'information et d'obtenir peut-être un indice enfin. Malgré tous ses efforts, Brett reste un homme condamné pour meurtre et il est aussi le petit ami de Louise. Logiquement, la police va se concentrer sur lui et l'interroger. Cependant, l'homme est très franc avec les enquêteurs et il coopère totalement. Il leur explique qu'effectivement, il est un homme condamné pour meurtre après avoir tué une personne sous les effets de la cocaïne, et que Louise est sa petite amie et qu'elle l'a aidé à sortir de prison et à retrouver la liberté, ce qui n'a rien à voir avec sa première affaire. Il lui est totalement redevable et jamais il n'aurait pu lui faire de mal. À ce moment, les policiers lui laissent le bénéfice du doute, mais le surveillent tout de même. Quoi qu'il en soit, les agents de toute manière n'avaient aucune preuve contre lui et donc n'avaient aucun motif pour l'inculper. Qui plus est, il participait activement aux recherches, cela n'aurait donc pas eu de sens. La police va donc s'intéresser à d'autres pistes. En parallèle, une détective privée nommée Mary Parent s'intéresse elle aussi à cette affaire de disparition. Elle suit l'évolution du cas de Louise Ellis à travers les médias. Cela fait 2 ans qu'elle s'est rendue au Canada depuis l'Écosse, justement pour être détective privée, et cette affaire pourrait être la première sur laquelle elle se met sérieusement. Effectivement, Marie vient de finir sa formation d'enquêtrice privée, et elle habite à proximité de Gatineau. Elle souhaite donc amener sa pierre à l'édifice pour résoudre l'affaire de Louise Ellis. C'est ainsi qu'elle parvient à contacter Brett par téléphone, et elle lui indique qu'elle est prête à participer à l'enquête pour essayer de retrouver Louise. L'homme est ravi que des personnes extérieures s'impliquent dans la recherche de sa petite amie, et il dit à Marie de venir chez lui le lendemain pour en discuter. Lorsqu'elle arrive, il la remercie du fond du cœur pour ce qu'elle fait. Marie lui indique ensuite qu'elle doit lui poser quelques questions et demande s'il est possible d'enregistrer cet entretien. Brett accepte et Marie lui demande toutes les informations qu'il a en sa possession, après quoi elle démarrera son enquête. Après avoir glané les précieux détails auprès de Brett, Marie se rend au début de toute cette affaire, c'est-à-dire là où a été retrouvée la voiture de Louise. Et elle constate que cette voiture est retrouvée en contrebas d'une allée qui mène à une maison. Malheureusement, aucune personne n'a pu être interrogée, puisque dans cet endroit il y a beaucoup de maisons de vacances, et à cette période, tout le monde est absent quasiment. La détective privée se concentre donc sur l'endroit où se trouve le véhicule, et comment est-ce qu'il a pu arriver là. Et selon elle, notamment avec la présence des affaires de Louise à l'intérieur de sa voiture,
Ce n'est pas elle qui a conduit le véhicule ici délibérément. Elle estime qu'une personne que Louise connaissait a conduit son véhicule jusqu'à cet endroit précisément et dans un but précis, celui de tromper la police. Une découverte inquiétante pour Marie, qui retourne voir Brett en lui demandant s'il connaît une personne dans l'entourage de Louise qui aurait pu lui en vouloir. L'homme réfléchit un moment et ne voit pas quelle personne pourrait être hostile à Marie, une fille aussi gentille et dévouée. Mais il évoque possiblement son ancien petit ami John Maisonneuve. Il précise que le jour où elle a disparu, elle était censée se rendre chez lui et qu'a priori, au cours de leur relation, celle-ci n'était pas des plus tendres et John pouvait être dur à l'égard de Louise. Par conséquent, John aurait pu être jaloux du couple que formaient Brett et Louise et ainsi avoir un mobile pour s'attaquer à la femme. En parallèle, la police continue d'enquêter, mais ils ne sont pas au fait de l'existence de Marie, la détective privée, et eux aussi s'intéressent à John, l'ancien petit ami de Louise. Le fait que Louise a planifié de se rendre chez John le samedi 22 avril, avec à l'intérieur de sa voiture le livre dédicacé pour sa fille, et que son véhicule a été retrouvé à proximité de la maison de son ancien petit ami, suffit aux agents de police pour se rendre sur le lieu de travail de John et l'interroger. Lorsqu'il le questionne, celui-ci avance son alibi et il précise qu'il a passé toute la journée du samedi 22 avril avec sa fille. Bien que cette explication soit plausible, elle ne le dédouane pas d'une possible attaque envers Louise. Par conséquent, les enquêteurs décident de fouiller sa maison ainsi que les alentours. Cependant, malgré des recherches approfondies et intenses, il n'y a absolument aucune trace, aucun indice qui pourrait conduire à Louise ou démontrer que celle-ci est passée par là. Il n'y a donc aucune preuve pour relier l'ancien petit ami de Louise à cette disparition. Mais John Maisonneuve n'est pas le seul dans le collimateur de la police. Il y a un autre homme, et cet autre homme, c'est Larry Fisher. Et oui, celui-là même que Brett Morgan avait dénoncé à la barre de la Cour suprême comme étant le possible meurtrier de Gail Miller. Et le profil de Larry Fisher pourrait coller avec la disparition de Louise. C'est un homme violent, il a certainement déjà tué, et il aurait pu en vouloir à Brett Morgan au point de s'attaquer à l'un de ses proches. Et en 1995, Larry Fisher est toujours en liberté, puisqu'il sera définitivement condamné en 1997 avec la preuve ADN. Ce qui signifie pour la police que cet homme a très bien pu, par vengeance, enlever et tuer Louise Ellis. Il est donc impératif de mettre la main sur cet individu afin de connaître son emploi du temps pour la journée du 22 avril. Et en réalisant leurs recherches, les enquêteurs découvrent qu'il a été arrêté dans un relais routier à 6h10 du matin ce jour-là. Et ils constatent qu'il a passé une bonne partie de la journée dans un commissariat, ce qui l'exclut totalement de toute implication dans la disparition de Louise. Une bien mauvaise nouvelle pour les policiers, qui désormais sont bredouilles. Ils repartent alors de zéro et réétudient tout le dossier. En repassant sur les éléments concernant Brett, ils font une découverte intéressante. Celui-ci devait une forte somme d'argent à Louise, à peu près 20 000 $. Cette somme correspondant à l'argent que Louise avait prêté à Brett pour qu'il puisse se remettre sur pied et dans le droit chemin après son séjour en prison. Mais il s'agissait d'un montant conséquent pour la jeune femme, et c'était également une source de stress pour elle. Elle espérait revoir la couleur de cet argent, ou du moins en partie assez rapidement. Elle contactait donc régulièrement sa banque afin de s'informer sur un éventuel remboursement de la part de Brett. Évidemment, l'homme ne l'a jamais remboursé. Pire, la police découvre qu'il a même falsifié des chèques en son nom. Ce qui signifie que son propre petit ami lui dérobait de l'argent. Elle n'en savait rien et elle s'en prenait régulièrement à la banque qui a fini par enquêter et a découvert que c'était Brett derrière tout ça. Louise a fini par découvrir ses manigances et elle aurait menacé Brett de contacter son contrôleur judiciaire, une bien mauvaise nouvelle qui aurait pu lui coûter un retour en prison. Voici pour les policiers le mobile de la disparition de Louise et certainement le mobile de son meurtre. Les enquêteurs, de façon minutieuse, vont éplucher les relevés bancaires de Louise et ils constatent quelque chose de surprenant, même d'incohérent. La femme aurait quitté son domicile aux alentours de 13h ou 13h15 le 22 avril pour se rendre chez son ex-petit ami, John Maisonneuve. En tout cas, selon les dires de Brett Morgan.
Or, souvenez-vous, le véhicule a été retrouvé verrouillé avec à l'intérieur de celui-ci la carte bancaire de Louise. Mais selon les transactions bancaires de Louise ce samedi 22 avril, un montant de 280 $ aurait été retiré à 14h53. Un élément qui surprend la police, qui décide donc d'obtenir la vidéosurveillance du distributeur concerné. Et en regardant les images présentes sur la bande, quelle ne fut pas la surprise des enquêteurs de découvrir que la personne qui a effectué ce retrait est en réalité Brett Morgan. Les policiers détiennent donc désormais la preuve que Brett leur a menti, puisque si Louise était partie entre 13h et 13h15 du domicile avec sa carte bancaire a priori, puisqu'elle se trouve dans la voiture, comment est-ce que Brett aurait pu réaliser ce retrait avec la carte de Louise? C'était littéralement un mensonge. En parallèle, la détective privée, Mary Parent, fait également une découverte. Alors qu'elle est en train de réécouter l'enregistrement de l'entretien qu'elle avait eu avec Brett, lui donnant l'ensemble des informations dont il disposait à propos de Louise, elle constate un passage qui la marque. Durant sa conversation avec Brett, elle lui pose une question et lui demande si le siège conducteur de Louise était toujours dans la même position qu'à l'habituel. Si elle lui demande ceci, c'est parce que sa théorie à ce moment est qu'une autre personne a conduit le véhicule de Louise à cet emplacement. Lorsque Brett entame sa réponse, il dit « Non, non, le siège est positionné de la même façon que je… » Puis il se stoppe et se corrige de la même façon que Louise conduit. Bien sûr, au moment de la conversation avec Brett, Marie n'avait pas soulevé cette hésitation. Mais en réécoutant l'enregistrement de cette dernière, elle remarque que ce lapsus est révélateur. Elle saisit à cet instant que Brett est impliqué dans la disparition de Louise. Il est à présent le suspect numéro 1 pour la détective privée, mais également pour la police, qui ignore toujours l'existence de Mary Parent. Mais les enquêteurs, après avoir découvert que Brett volait de l'argent à Louise, l'ont surveillé de très près et l'ont mis sur écoute dans sa propre maison et ont placé des caméras de surveillance tout autour. C'est comme ça qu'ils ont découvert l'existence de la détective privée. Mais avant d'entrer en contact avec elle, ils enquêtent sur cette personne et ils découvrent qu'effectivement elle est toute fraîche dans cette profession. La police se rapproche donc de Mary Parent et lui demande toutes les informations qu'elle a pu glaner jusque-là. Et leur requête ira quelque peu plus loin, puisque Mary a réussi à créer une forme d'amitié avec Brett. Lui demande alors de les aider sur ce point. Puisque le potentiel meurtrier de Louise lui fait confiance, peut-être qu'il lui fera une confession qui le trahira. Bien entendu, il s'agit là d'une situation avec un haut degré de dangerosité. Brett a déjà tué et il a certainement récidivé. Marie doit obtenir des confessions d'un tueur peut-être en série. Marie ne rechigne pas et accepte de participer au stratagème que la police tente de déployer pour capturer Brett. La détective privée doit faire semblant de croire que John, l'ancien petit ami de Louise, est le coupable, et de cette manière, tenter d'obtenir des informations de la part de Brett. Et si l'homme les conduit au corps de Louise en pensant que John, l'ancien petit ami, sera condamné à sa place, il réalise en fait des aveux indirects. Et Marie est donc la pierre angulaire de tout ce piège. Elle se rend donc chez lui. Bien entendu, la maison est truffée de micros. Marie est également équipée et les policiers entendent tout ce qui se passe dans la maison. Lors de la discussion, elle demande directement à Brett, puisqu'il a été déjà condamné pour meurtre, comment est-ce qu'il s'y serait pris pour déplacer un corps. L'homme répond qu'un cadavre est particulièrement lourd, que c'est dur à déplacer et que si ça avait été lui, il l'aurait certainement jeté dans les buissons. Marie propose donc à Brett de se rendre dans les alentours où le véhicule de Louise a été retrouvé pour tenter de localiser son corps s'il se trouve là-bas. Pour cette expédition avec Brett, Marie est équipée d'un micro qui se trouve dans son sac à main. Et la situation est hautement risquée. Marie va se retrouver seule avec un tueur dans une forêt, là où personne ne pourra intervenir à temps s'il décide de s'en prendre à elle. Effectivement, pour ne pas éveiller les soupçons, les policiers sont obligés de se tenir en retrait, la zone étant particulièrement isolée et silencieuse. Marie finit par rejoindre Brett. Il prend le volant et conduit jusqu'à une zone isolée où, ensemble, ils pénètrent dans la forêt. Et alors qu'ils marchent tous les deux, la femme remarque que Brett transpire abondamment. Il est littéralement en nage et il se tourne vers Marie et lui fait une révélation inquiétante. Il lui dit que les seules autres fois où il transpire comme ça,
c'est lorsqu'il fait l'amour. Elle comprend donc le message qu'il est en train de lui faire passer. La recherche du cadavre de Louise l'excite au plus haut point. Et il compare cet état d'excitation à celui d'une relation sexuelle. Le stress et l'anxiété montent chez Marie. Ils ont désormais effectué un long trajet dans la forêt et ils sont éloignés de tout. C'est au tour des agents de police de s'inquiéter désormais. Ils sont bien trop éloignés et la première chose qu'ils souhaitent assurer, c'est la sécurité de Marie. Or, désormais, si la situation devait leur échapper et déraper, ils n'auraient aucun moyen d'intervenir assez rapidement pour lui sauver la vie. Par conséquent, et pour vérifier que tout se passe bien, ils prennent la décision d'envoyer sur place un hélicoptère. Oui, un hélicoptère. Je suis d'accord avec vous, c'est l'équivalent d'aller vérifier une poudrière avec un briquet, mais bon. Cet hélicoptère se met donc à survoler la zone, là où se trouvent Brett et Marie, et aussitôt, l'homme se met à paniquer. Il mitraille la détective privée de questions et lui demande si elle travaille sous couverture, si elle a un micro sur elle. La situation est totalement en train de basculer. Marie est obligée de répliquer. Elle dit que non, elle ne travaille pas sous couverture et qu'il peut la fouiller s'il le souhaite. Et il le fait. Il commence à vérifier si Marie n'a pas de micro. Mais au bout d'un certain temps, il se ravise et lui dit non. Je ne vais pas vous fouiller, finalement, mais je veux ressortir d'ici. Brett était littéralement à 2 doigts de trouver le micro que Marie avait sur elle. Si ça avait été le cas, elle était une femme morte. Durant leur expédition, Brett et Marie n'ont pas mis la main sur le corps de Louise, et ceci est un échec total, puisqu'à présent, l'homme refuse de se rendre dans la forêt à nouveau pour participer à des recherches, à cause de cet hélicoptère. Mais la police ainsi que la détective n'abandonnent pas et ils mettent en place un nouveau plan pour tenter de coincer Brett. Son point faible, c'est l'argent. Il n'en a pas et il est en train de revendre des effets personnels de Louise pour pouvoir payer ses factures et son loyer. Les enquêteurs sollicitent donc une banque et demandent à ce que l'un de ses employés contacte Brett. Il devra faire comprendre à l'homme qu'il est le bénéficiaire direct de l'héritage de Louise, à condition qu'elle soit déclarée morte, et pour qu'il y ait une telle déclaration, bien entendu, il faut un corps. Ils utilisent également Marie à nouveau et lui font dire à Brett que John, l'ancien petit ami de Louise, est passé au détecteur de mensonges au sujet du meurtre de cette dernière et qu'il a lamentablement échoué. Autrement dit, John Maisonneuve devient le suspect numéro 1 de la police dans cette affaire. Elle fait ainsi comprendre à Brett qu'aussitôt, le corps de Louise retrouvé, John sera inculpé du meurtre de son ancienne petite amie. Au cours de la discussion, Brett semble indéniablement croire toute cette version. Mais à un moment donné, il se tourne vers Marie. Il la regarde droit dans les yeux, se penche vers elle et lui demande comment est-ce qu'il peut savoir qu'elle n'est pas un policier sous couverture. Marie sait pertinemment qu'il est en train de la tester et qu'il attend en retour un baiser pour démontrer qu'elle n'est pas sous couverture. Et elle s'exécute, elle l'embrasse en retour, et ceci affole les policiers qui assistent à la scène en train de surveiller. Ils la contactent subtilement par téléphone et l'enjoignent de quitter Brett immédiatement. Ils doivent revenir sur ce qui s'est passé. Mais juste avant de s'échapper, elle demande à l'homme quel est le programme, et Brett lui répond qu'ils partiront tous les deux le lendemain pour rechercher le corps de Louise à nouveau. Elle acquiesce, puis file rejoindre les enquêteurs pour les informer de toute la situation. Mais ces derniers sont extrêmement mécontents. Le fait qu'elle a embrassé Brett en retour a très bien pu éveiller chez lui des nouvelles pulsions sexuelles et des envies de tuer. Les agents indiquent à Marie qu'elle ne peut pas agir de la sorte avec de tels individus. Il faut être hautement précautionneux. D'autant plus que le lendemain, elle doit se rendre certainement sur le lieu du crime, accompagnée de Brett et une nouvelle fois, seule avec lui. Voici donc qu'arrive le 7 juillet 1995. Ce jour, Marie et Brett retournent à l'endroit où ils s'étaient rendus précédemment pour rechercher dans les buissons le corps de Louise. Une nouvelle fois, Marie est équipée d'un micro qui se situe dans son sac à main et une nouvelle fois, elle doit se rendre seule dans la forêt avec le potentiel meurtrier. Cependant, le trajet au cours duquel il s'enfonce dans la forêt n'est pas aussi calme que le précédent, puisque Brett parle beaucoup et il questionne Marie. Il lui demande notamment si elle n'est pas inquiète de se retrouver seule dans un endroit isolé avec un ancien meurtrier, et si elle lui fait confiance. Marie, en tentant de rester aussi calme que possible, lui dit que oui,
elle lui fait confiance, mais elle remarque pertinemment qu'il est en train d'apprécier la situation. Puis soudainement, il se tourne vers elle et lui dit de faire attention parce qu'il y a un fil barbelé à cet endroit. Sa manière d'alerter Marie sur ce fil barbelé démontre clairement qu'il connaît par cœur cet endroit, et il sait qu'en le disant de cette façon, elle va le comprendre. Son comportement est de plus en plus étrange, comme s'il essayait de faire comprendre, de manière peu subtile, qu'il était l'assassin de Louise. Quelques instants plus tard, Marie remarque quelque chose du coin de l'œil et demande à Brett ce que c'est. Et il lui répond automatiquement « c'est Louise ». Marie s'approche et remarque une basket, et un peu plus loin à proximité, effectivement le corps de Louise. Lorsqu'elle se retourne pour observer Brett, elle constate que celui-ci semble être dans un état de transe et il la fixe avec insistance. Marie panique totalement intérieurement, mais elle sait qu'elle ne doit démontrer aucune peur à l'extérieur. Elle se rapproche de Brett et lui saisit la tête et lui dit « ça y est, on l'a retrouvé ». Et lorsqu'elle lui dit ça, Brett cligne des yeux et semble sortir de son état second. Et soudainement, il se met à pleurer, à gémir, à crier « oh non, Louise », etc. Les policiers, à travers le micro dans le sac de Marie, entendent les deux personnes pleurer. Brett est en train de gémir la mort de Louise. Il fait un véritable cinéma. Marie, elle aussi, pleure, mais certainement pas pour les mêmes raisons. La charge émotionnelle et être passée à deux doigts de la mort doit jouer un rôle là-dedans. Finalement, Brett et Marie repartent tous les deux de l'endroit où se trouve le corps de Louise et la police n'intercepte pas Brett à ce moment. Ils attendent le moment opportun pour lui passer les bracelets et l'inculper du meurtre de Louise. Et ce moment, c'est lorsque Brett traversera la porte du commissariat et annoncera que le corps de Louise a été retrouvé. Et c'est précisément ces événements qui se déroulent le 7 juillet dans l'après-midi, lorsque Brett se rend au commissariat pour annoncer la découverte du corps de Louise, en pensant que John Maisonneuve sera arrêté. Mais ce n'est pas le cas, c'est bien lui qui sera interpellé et inculpé du meurtre de Louise. Plus tard, la police retrouvera un journal intime appartenant à Louise justement, dans lequel il est indiqué que Brett était un homme violent avec elle. Selon les enquêteurs, ainsi que les résultats de l'autopsie du corps de la femme, ce samedi 22 avril, Louise s'apprêtait à quitter le domicile lorsque Brett l'a attaquée et l'a étranglée à mort dans la baignoire de la maison. Il aurait par la suite enveloppé la dépouille dans un rideau de douche avant de la placer dans sa voiture. Il aurait donc ensuite roulé jusqu'à cet endroit dans la forêt où il aurait simplement jeté le corps avant de le recouvrir à peine de quelques brindilles. Par la suite, pour tromper les enquêteurs, il a déplacé le véhicule de Louise à l'endroit où il a été retrouvé. En réalité, à ce moment, Brett pensait qu'il avait garé la voiture devant la maison de John Maisonneuve, l'ancien petit ami de Louise. Mais il s'est trompé de maison en réalité. Son but était là, bien évidemment, de faire inculper John à sa place. C'est en 1997 que le procès de Brett Morgan se tiendra. Il ne faudra pas longtemps au jury avant de reconnaître sa culpabilité et une condamnation d'emprisonnement à vie s'ensuivra. Il est condamné pour le meurtre avec préméditation de Louise Ellis. Il ne pourra obtenir une libération conditionnelle qu'au bout de 25 ans. Mais après seulement 2 mois passés en prison, il décédera. La cause de la mort étant une hépatite C. Voici pour l'histoire un courage absolument dingue, peut-être au bord de l'inconscience de la part de Mary Parent qui s'est retrouvée à plusieurs reprises seule avec un tueur condamné dans une forêt. Je vous laisse imaginer la tension qu'il y a dû avoir dans son esprit, mais la lucidité aussi dont elle a fait preuve. Pour notre histoire, partons du côté des États-Unis, en Californie, et dans la ville de Castro Valley. Car c'est là-bas que vit Richard Samuel McCroskey, plus communément appelé Sam, âgé de 20 ans, avec son père ainsi que sa sœur. Et le moins que l'on puisse dire est que la vie n'a pas été clémente avec Sam. Tout au long de son parcours scolaire, et notamment au lycée, il a fait l'objet de nombreuses brimades de la part de ses camarades. Il était principalement ciblé pour la couleur de ses cheveux qui étaient roux, ainsi que pour son surpoids. Malgré ces nombreuses attaques quotidiennes et répétées, Sam ne répondait jamais au harcèlement et se laissait faire. C'est la raison pour laquelle il a dû changer à de multiples reprises d'établissement scolaire. Malgré ces changements, il n'a jamais eu son diplôme de fin d'études.
Mais Sam a de la ressource, et bien qu'il ne dispose pas de diplôme, il arrive à obtenir des petits boulots, notamment dans le graphisme. Il est talentueux et réussit à créer des sites web intéressants. Et durant sa vie d'adulte, le caractère de Sam ne va pas réellement changer. Il reste un garçon calme et discret. Mais nous sommes à présent en 2009 et Sam utilise un réseau social, celui de MySpace. Et au sein de celui-ci, il y déverse un tout autre aspect de sa personnalité. Même si le jeune homme apprécie le graphisme et que c'est en partie son emploi, il a une autre passion, le rap. Mais il s'agit d'une variante bien plus sombre, celle de l'horrorcore. Le style horrorcore est donc un dérivé du hip-hop, au sein duquel les thèmes de l'horreur, des meurtres, voire même de l'occulte seront abordés. Les rappeurs qui s'expriment dans cette variante, à travers leurs paroles, représentent une violence gore mais imagée, plutôt qu'une violence urbaine et réaliste comme le gangsta rap ou le rap hardcore. Il est donc nécessaire de comprendre que l'horrorcore peut comporter des paroles macabres et dures psychologiquement. Il se peut même que des représentations de meurtre y soient exprimées, et c'est dans ce contexte que Sam décide de rapper. Et pour ce faire, il a besoin d'un nom de scène, et il choisira dans un premier temps Little Demon Dog, avant de changer pour Psycho Sam. Et c'est ainsi que Psycho Sam débarque sur la scène horrorcore avec des sons extrêmement sombres. Et bien qu'il ne s'agisse pas de la variante du hip-hop la plus populaire, elle regroupe tout de même un noyau dur de fans. Et Sam, acteur particulièrement actif au sein de cette communauté, entre en contact avec nombreux d'entre eux. Et c'est ainsi qu'il rencontre une personne qui partage les mêmes idées que lui, Emma Niederbrock, âgée de 16 ans. Emma vit à Farmville, une petite ville d'environ 8000 habitants en Virginie avec sa mère Debra et son père Mark Niederbrock. La situation familiale apparaît tout à fait saine. La mère, Debra, est une docteure en criminologie et le père, Mark, lui est un révérend. Une petite particularité tout de même, Emma, depuis le collège, est scolarisée à domicile, mais il ne semble pas que cela ait affecté l'adolescente, qui est décrite comme une fille douce et équilibrée. Mais l'âge avançant, le côté rebelle d'Emma commence à émerger peu à peu, et elle se rebelle de manière régulière envers ses parents. En parallèle, ses goûts musicaux évoluent, et elle se met à écouter un style de musique particulier, l'horrorcore. Emma tombe amoureuse de ce style de musique, au point que son apparence physique aussi évolue. Elle se teint les cheveux en rose et se maquille les yeux en noir. Mark et Debra ne sont absolument pas familiers avec le rap horrorcore et ils sont quelque peu inquiets de voir une telle évolution apparaître chez leur fille. Mais tous deux sont au fait que l'adolescence peut être une phase particulièrement délicate à gérer et ils ne souhaitent pas la rendre encore plus difficile et acceptent les pratiques de leur fille, Emma. À côté de cela, la situation de la famille Niederbrock n'est pas la plus stable, puisque Mark et Debra, sur le plan amoureux, ne s'entendent plus réellement. Ceci engendre une séparation des parents, et Mark, le père, va quitter le foyer familial afin de laisser Emma et Debra dans la maison. Mais la rupture n'est pas conflictuelle, et un lien amical subsiste entre Mark et Debra qui vont tout mettre en œuvre afin que cette séparation n'affecte pas leur fille. Pourtant, à ce moment, l'intérêt d'Emma pour le rap horrorcore ne fait que grandir et prend de plus en plus d'ampleur. Elle consacre la majeure partie de son temps libre sur MySpace à échanger avec d'autres fans de ce style de musique. Et c'est ainsi qu'Emma va rencontrer l'une de ses meilleures amies, Melanie Wells, qui, elle aussi, est une grande passionnée du rap horrorcore. Melanie est âgée de 18 ans, et tout comme Emma, elle apprécie une artiste en particulier qui s'appelle Razakel. Et à cette époque, en 2009, les fans d'horrorcore sur MySpace pouvaient entrer en contact facilement avec les artistes. Emma et Melanie avaient donc des communications régulières avec Razakel et le trio va former 3 amis presque inséparables. Notez que Razakel ainsi qu'Emma partageaient de nombreux points communs. Elles adoraient le maquillage, la photographie, la coiffure et tous deux avaient des pères religieux. Et par ce biais, une 4e personne va intégrer le trio. Il s'agit de Richard Samuel McCroskey, âgé de 20 ans. Bien que les 4 personnes ne s'expriment presque exclusivement qu'à travers Internet, une situation quelque peu romantique va s'installer entre Sam et Emma.
Au bout de quelques temps, Sam va même considérer Emma comme sa petite amie et la présenter comme telle lorsqu'il parlera d'elle. Bien qu'Emma ne rejette pas cette situation romantique à laquelle elle participe, il ne semble pas non plus qu'elle soit sur le même degré d'engagement. Elle conserve des contacts avec d'autres garçons et ne mentionne jamais Sam comme étant son petit ami. Néanmoins, il est vrai qu'elle se rapproche de lui. Un flirt en ligne va donc s'installer entre ces deux jeunes personnes pendant 1 an environ, jusqu'à une rencontre. Sam, Emma et Mélanie ont tous trois planifié de se rendre à un festival de musique horrorcore à Southgate dans le Michigan. Mais l'État du Michigan est loin de celui de la Virginie et les adolescents ont besoin d'un coup de main, celui de leurs parents. Et bien que Mark et Debra n'apprécient pas réellement le style de musique que leur fille écoute et l'ambiance qui gravite autour de celui-ci, ils décident tout de même de faire un effort afin qu'elle se sente bien et que, peut-être, les rébellions cessent. Par conséquent, ils acceptent que leur fille, accompagnée de Mélanie et de Sam, se rende à ce festival, mais ils vont tout de même poser une condition. Il faut que Sam, Emma et Mélanie dorment tous trois à Farmville, dans la maison d'Emma, puis qu'ils soient accompagnés à l'aller et au retour par les parents. Les conditions sont acceptées et Emma est impatiente et ravie de rencontrer pour la première fois Sam. Il en est de même pour le jeune homme qui considère qu'enfin quelque chose de positif se déroule dans sa vie, puisque vous le savez, son enfance a été particulièrement rude, mais les 5 derniers mois également, puisque ses parents ont décidé de se séparer et son père a ordonné à sa mère de quitter la maison. Cette atmosphère est particulièrement pesante psychologiquement pour le jeune homme qui trouve enfin une bulle d'air avec cette rencontre avec Emma. La date fatidique du festival approche et il est temps pour Sam de se rendre à Farmville. C'est ainsi qu'il fait le déplacement depuis la Californie et Castro Valley vers Farmville aux alentours du 7 ou 8 septembre. C'est ainsi qu'il traverse littéralement tous les États-Unis pour rencontrer sa bien-aimée. Simplement, l'univers virtuel d'Internet peut contraster très fortement par moments avec la vie réelle. Et lorsqu'Emma rencontre pour la première fois Sam, le terme « déçu » ne serait pas suffisant pour exprimer son ressenti à ce moment. Plusieurs aspects rebutent l'adolescente. Dans un premier temps, le physique de Sam, elle n'est pas du tout attirée par lui. En second lieu, sa timidité la dérange aussi. En réalité, Sam apparaissait être une personne totalement différente. Il paraissait plus jeune que ses 20 ans et il était plus petit aussi que la jeune femme. Son style vestimentaire très peu soigné avec un sweatshirt à capuche noire trop grand et un pantalon cargo noir aussi ne plaît pas du tout à Emma. Mais cette dernière ne sera pas désagréable avec son invité pour autant, elle sera simplement beaucoup plus distante que prévu. Malgré cette déception, le 12 septembre 2009 se tient le festival et il est hors de question pour les 3 fans de rap horrorcore de manquer cet événement. Et pour se rendre de Farmville, en Virginie, à Southgate, dans le Michigan, il y a à peu près 10 heures de route. Ceci démontre la détermination et l'obstination des parents d'encadrer cette sortie et de surveiller leur fille, Emma, âgée de 16 ans seulement. Durant le festival, Emma flirte avec d'autres garçons sous le regard désabusé de Sam qu'elle évite à tout prix. Une dispute se déclenchera d'ailleurs entre Sam et Emma au sujet d'un SMS qu'elle aurait envoyé à un autre garçon justement. Un texto de drague que Sam n'a pas du tout supporté, et cela se comprend en partie, il était arrivé à Farmville pour participer au concert ensuite, en espérant pouvoir enfin entamer sa relation amoureuse avec Emma. Mais son rêve ne se réalisera pas et il vivra un véritable enfer tout au long du festival et des concerts qui s'enchaînent. Naturellement, Sam se sent rejeté, trahi et une colère monte en lui. Et voici que le dimanche 13 septembre signe la fin de ce festival et il est temps pour Sam, Emma, Mélanie ainsi que les parents de retourner à Farmville. Et même si la situation au cours du festival était gênante, voire conflictuelle entre Emma et Sam, le retour semble plutôt calme. À peine de retour à Farmville, les 2 filles, Emma et Mélanie, se connectent aussitôt à leur compte MySpace pour raconter l'incroyable séjour qu'elles ont vécu et notamment le festival. Les messages des 2 jeunes femmes sont postés à 2h43 du matin le lundi 14 septembre. Mélanie précise dans l'un d'eux que le festival était véritablement génial et que désormais elle devait rentrer chez elle le mercredi 16 septembre.
Mais à partir de cette dernière connexion, à 2h43 du matin le lundi 14 septembre, il n'y aura plus d'activité sur les réseaux sociaux, ni de la part de Mélanie, ni de la part d'Emma. D'ailleurs, les amis, tout comme la famille de Mélanie, n'auront absolument aucun contact depuis cette date avec la jeune femme. Et bien entendu, ce n'est pas un comportement habituel de la part de Mélanie, d'autant plus dans des circonstances pareilles. Thomas et Kathleen Wells, les parents de Mélanie, vont donc tenter d'établir un contact avec elle en vain. Toutes ces tentatives étant infructueuses, le mercredi 16 septembre 2009, date à laquelle Mélanie devait être de retour, le père, Thomas, va parcourir les 250 km qui séparent Farmville d'Inwood pour aller vérifier tout ça. Après 3h15 de route, voici que le père arrive au niveau de la maison des Niederbrock. Il sort de son véhicule et s'approche de la porte d'entrée où il toque, sonne, mais il n'y a aucune réponse. Après tout, peut-être que tous ensemble sont sortis. Il décide donc de retourner dans son véhicule et de patienter en attendant leur retour. Mais les minutes, puis les heures s'égrènent, et après avoir patienté 7 heures durant dans son véhicule, Thomas finit par se résigner et rentrer à nouveau à Inwood avec le pressentiment que quelque chose ne va pas. Ce sont donc des sentiments d'anxiété et d'angoisse qui prennent Kathleen au cœur, puisque le père est revenu sans aucune nouvelle. La mère se lance donc dans une grande campagne d'appels téléphoniques et elle essaye de joindre la moindre personne qui aurait eu un contact avec Mélanie. Mais aucune des personnes qu'elle a réussi à joindre ne lui délivre la moindre information. Elle tente, ne sait-on jamais, de contacter la maison des Niederbrock. Mais une nouvelle fois, cette tentative est infructueuse. Les parents prennent donc la décision d'appeler la police. Kathleen et Thomas demandent à la police d'envoyer une patrouille afin de vérifier qu'il n'y a eu aucun incident à la maison des Niederbrock. En parallèle, Kathleen appelle Mark. Elle demande également au père de la famille Niederbrock de se rendre à la maison et de s'assurer qu'il n'y a eu aucun problème là-bas. Lorsque Mark répond, Kathleen est soulagée. Il lui indique qu'il va se rendre à la maison et la tenir informée des événements. Mais après plusieurs heures, il n'y a toujours aucune nouvelle, non plus, de Mark Niederbrock. C'est donc aux agents de police de se rendre à la maison familiale des Niederbrock, et lorsqu'ils toquent, la porte est ouverte par Sam McCroskey. Les agents demandent donc s'il sait où se trouvent Emma, Mélanie ainsi que la mère Debra, et Sam explique que toutes les filles sont parties au cinéma. Notez qu'à ce moment, lorsque les officiers font face à Sam, ils ne savent pas qui il est, et il s'est certainement présenté comme le petit ami d'Emma. Et si je vous précise cette information, c'est parce que les officiers n'iront pas plus loin dans leur enquête. Ils ne vérifieront pas l'intérieur de la maison et ne poseront pas plus de questions à Sam non plus. Il se peut également que lorsque Kathleen était en contact avec la police, elle n'ait pas détaillé l'histoire du week-end et donc les officiers n'ont pas cherché à creuser plus loin. Par ailleurs, la personne qui est recherchée est Mélanie. Or, Mélanie est âgée de 18 ans et à cet âge-là, elle est libre de faire ce qu'elle veut, ce qui est un aspect supplémentaire dans le non-approfondissement de cette enquête de la part des officiers. Nous sommes désormais le jeudi 18 septembre. Emma, Mélanie, Debra et Mark sont tous quatre disparus et celui qui répond à la porte du foyer familial des Niederbrock, c'est Sam McCroskey. Kathleen, complètement perturbée par cette situation, rappelle la police de Farmville et insiste pour qu'il y ait du mouvement afin de savoir ce qu'il se passe dans cette maison. Après un très grand nombre d'appels, peut-être trop, Kathleen obtient gain de cause et une patrouille est à nouveau envoyée au domicile des Niederbrock ce jeudi 18 septembre. Cette fois-ci, lorsque les agents arrivent sur le perron et se trouvent face à la porte d'entrée, leur nez est pris par une odeur nauséabonde. Et cette odeur, les policiers la connaissent par cœur, c'est celle des cadavres. Ils enfoncent donc la porte et entrent à l'intérieur du domicile. Ils parcourent les différentes pièces de la maison, arme à la main, puis tombent sur l'horreur. Ils décrivent la scène qu'ils ont en face d'eux comme un abattoir. 3 corps recouverts de sang, démontrant l'attaque sauvage qu'ils ont subie, sont retrouvés dans une chambre au rez-de-chaussée. Un 4e corps, lui, est découvert dans une chambre à l'étage. Les victimes sont dans un tel état qu'il est impossible de les identifier immédiatement. On ne peut pas savoir s'il s'agit d'un membre de la famille Niederbrock ou bien de Mélanie Wells. Ce n'est que le 21 septembre 2009 qu'Emma, Mélanie, Debra ainsi que Mark sont identifiés comme étant les cadavres présents dans cette maison.
Il apparaît que les 3 femmes, Mélanie, Emma et Debra, ont été attaquées de manière impitoyable à l'aide d'un objet contondant et au cours de leur sommeil dans le lit. Sur le lieu du crime, plusieurs armes sont découvertes, mais les experts, en observant les cadavres des jeunes femmes ainsi que celui de Mark, estiment qu'il s'agit là d'un objet tel un maillet en provenance du jardin de la famille qui a été utilisé comme arme du crime. Mark, le père, semble aussi avoir été attaqué par cet objet. Notez que les experts détectent qu'il n'y a eu aucune trace de défense de la part des victimes. Ceci signifie que les femmes ont été attaquées au cours d'un sommeil profond et que Mark a été la victime d'une embuscade. La violence de l'attaque contre le père, d'ailleurs, est soulignée par les expertises qui indiquent que le sol qui se trouve sous le corps est déformé du fait des coups de maillet. Il y avait du sang partout et des projections dans tous les sens. Les médecins légistes annonceront finalement et définitivement que la cause de la mort des 4 victimes est un traumatisme crânien. Certains corps, notamment ceux de Mark et Mélanie, ont été déplacés avec celui de Emma dans une chambre et il y a eu comme une tentative de nettoyage du lieu du crime. Mais l'auteur, face au carnage qu'il venait de réaliser et à la montagne de travail que cela aurait sollicité, semble finalement avoir abandonné cette idée. Les enquêteurs sont littéralement choqués de ce crime et de sa violence, d'autant plus lorsqu'ils apprennent qu'1 jour auparavant, une patrouille s'était rendue à la maison et que Sam s'était présenté face à eux. Car oui, désormais dans la maison, il n'y a aucun signe de Sam, qui devient, a fortiori, le suspect numéro 1 dans cette affaire. Les personnes en charge de cette enquête ne perdent pas plus de temps et regroupent le maximum de preuves qu'ils trouvent sur les lieux et vont aussi aller vérifier les comptes des réseaux sociaux des jeunes filles. Une fois fait, le contexte leur saute aux yeux puisqu'ils constatent qu'Emma et Mélanie se sont rendues au festival d'Horrorcore accompagnées de Sam et de leurs parents. Ils comprennent également, à la lecture des différents messages laissés par Emma et Mélanie sur MySpace, que Sam avait fait l'aller-retour avec elles au festival. Quelque temps plus tôt, le même jour de la macabre découverte, le 18 septembre 2009, Sam a volé le véhicule de Mark pour quitter la maison des Niederbrock. Mais quelques kilomètres plus loin, Sam va trouver le moyen de s'embourber sur le bas-côté. Sans savoir qu'il a affaire à un tueur de sang-froid et extrêmement violent, un officier de police s'arrête au niveau de la voiture de Sam et lui demande ses papiers. Il verbalise donc Sam pour la conduite d'un véhicule sans permis, mais étant une bonne personne, il lui propose également d'appeler une dépanneuse pour le sortir de cette situation. Le jeune homme accepte, une remorqueuse arrive donc au niveau de la voiture, l'accroche et le policier laisse repartir Sam avec la dépanneuse. C'est donc aux alentours de 6 h du matin ce jeudi 18 septembre que Sam est déposé dans un garage avec la voiture de Mark. Mais le trajet n'a pas été de tout repos pour le conducteur de la dépanneuse. Il expliquait que Sam sentait une odeur putride et nauséabonde qui lui donnait des relents et il était obligé d'ouvrir la fenêtre et d'avoir sa tête à l'extérieur pour conduire. Le conducteur a noté néanmoins que Sam n'apparaît pas déstabilisé par l'odeur qui pourtant lui permettent à peine de conduire. Et un autre point avait attiré son œil, des traces rouges au niveau du cou de Sam. Il lui avait donc demandé au cours du trajet ce qu'elles étaient. Sam lui a donc calmement indiqué qu'il s'agissait en réalité de suçons réalisés par sa petite amie. Sam se trouve donc désormais au garage où il a besoin d'être véhiculé pour aller à l'aéroport international de Richmond, sa destination. Il appelle donc un taxi. Et comme cette histoire n'est pas suffisamment étrange, le taxi au cours du trajet entre le garage et l'aéroport a été interpellé pour excès de vitesse. Néanmoins, Sam ne sera à aucun moment inquiété. Et au cours de la verbalisation, il prendra même le temps de sortir du véhicule pour fumer une cigarette sur le côté. Du côté des enquêteurs, bien que Sam soit le suspect numéro 1 légitime, il n'y a pas de preuves directes qui l'incriminent. Et voici qu'ils reçoivent un appel d'un certain Andres Schrim. Cet Andres est le petit ami de l'artiste Razakel. Il est également un rappeur du style horrorcore et sur MySpace justement, il a été contacté par l'un des amis de Sam et lui a indiqué que ce dernier lui aurait parlé de 4 meurtres. Cet appel d'Andres Schrim est capital, puisque désormais, si Sam a évoqué le fait qu'il avait tué 4 personnes, il s'agit certainement des membres de la famille Niederbrock et de Melanie Wells.
La police doit donc absolument concentrer ses recherches sur cet individu, quoi qu'il en coûte. Mais ne sachant pas où il se trouve, la police décide de diffuser son portrait afin d'obtenir des témoignages. Et ceci s'avérera redoutablement efficace, puisque le vendredi 19 septembre 2009, Sam est retrouvé endormi dans une aire de récupération des bagages de l'aéroport de Richmond. Il est interpellé et placé en état d'arrestation, alors même qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la Californie. Le plan de fuite du jeune homme était de patienter 2 jours à l'aéroport en attendant son vol. Notez qu'il était tout de même inquiet puisqu'il a tenté d'obtenir une place dans un vol un peu plus tôt, mais ceci était bien trop cher et il ne l'a donc pas pris. Évidemment, au moment de l'arrestation, Sam ne s'est pas changé. Il a toujours cette odeur putride sur lui et ses vêtements sont recouverts de sang. Sam avoue qu'il a tué les 4 personnes, Emma, Mélanie, Debra ainsi que Mark, et qu'il a utilisé un maillet parce qu'il pensait que grâce à ça, personne ne souffrirait. Au cours de ses aveux et grâce à des tests, il est confirmé que Sam avait bu de l'alcool ainsi que consommé différentes drogues. Par conséquent, à ce stade, les officiers doutent encore sur le mobile du crime. Était-il sous l'effet des substances ou bien était-ce vraiment un crime passionnel du fait du rejet d'Emma ? C'est donc le procès qui va devoir faire le clair sur cet aspect. Mais plutôt que de faire face au tribunal et à la peine capitale, Sam accepte un accord selon lequel il plaide coupable. 1 an plus tard, il est donc inculpé pour les 4 meurtres au premier degré. Il est temps donc de détailler les faits de cette affaire. Sam plaçait énormément d'attentes dans sa rencontre avec Emma. Simplement, lorsque celle-ci l'a rejeté, puis a flirté avec d'autres garçons au cours du festival, il s'est senti humilié. Il n'a néanmoins pas agi dans les jours précédant le festival, puisqu'il plaçait des espoirs avec celui-ci et peut-être espérait-il que la musique et l'ambiance de celui-ci lui permettraient de se rapprocher d'Emma, mais cela n'a pas été le cas. Par conséquent, au petit matin du lundi 13 septembre, lors de leur retour à la maison des Niederbrock, Sam a attendu que les 3 femmes s'endorment. Sam s'est mis à boire. Il a également consommé de la marijuana et des analgésiques. Ce mélange de substances, mixé à ses sentiments d'humiliation et de colère, font sortir Sam de ses gonds. Il récupère un maillet qui se trouve dans le jardin de la maison. Il rentre à nouveau et se dirige vers le séjour où se trouve Mélanie endormie. Sam se rapproche du canapé où se trouve la jeune femme et il assène de violents coups de maillet à l'arrière du crâne de celle-ci. Elle est la première victime du jeune homme, qui se dirige à l'étage cette fois-ci, en direction de la chambre de Debra, la mère. Le procédé est quasiment similaire. Sam rentre silencieusement dans la chambre de Debra, s'approche de sa victime et porte de violents coups de maillet. Debra ne se réveille pas et meurt sur le coup. Désormais, le jeune homme s'en va s'attaquer à sa victime principale. Il redescend les escaliers au niveau du rez-de-chaussée, où se trouve Emma dans une chambre à ce niveau. Il s'approche silencieusement de sa dernière victime et assène les violents coups de maillet à l'arrière du crâne de celle-ci, la tuant. L'autopsie de ces 3 cadavres, ayant révélé qu'il n'y avait pas de traces de blessures défensives, permet de penser que les 3 femmes ne se sont pas réveillées. Le jeudi 17 septembre, Mark, le père, s'est présenté à la maison aux alentours de 18 h. Il a été accueilli par Sam. Lorsque Mark est entré dans la maison, il a été pris dans une embuscade et il a été frappé là encore à l'arrière de la tête. Pour une raison inconnue, ou en tout cas que Sam ne souhaite pas révéler, il a rassemblé 3 décors dans une chambre et en a laissé un dans une deuxième. C'est ainsi que Sam a passé plusieurs jours seul avec 4 cadavres en décomposition dans la maison. Suite à la première visite de la police, il a donc tenté de nettoyer le lieu du crime, mais s'est vite rendu compte que la tâche serait impossible. Dans la foulée, il a enregistré une vidéo de lui-même dans laquelle il indique qu'il est au fait qu'il devra payer les conséquences de ses actes et qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Tout ceci démontre l'aspect psychologique instable du jeune homme. Lors de la négociation de son accord et de son plaidoyer coupable, Sam a renoncé à son droit de faire appel. Et c'est ainsi que Richard Samuel McCroskey, âgé de 20 ans, est condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie. Malheureusement, dans cette affaire, on peut constater qu'Internet reste un outil à manier avec précaution. La famille Niederbrock ainsi que la famille Wells en ont fait les frais.
Il est également possible de remarquer que bien que des amitiés solides puissent se créer comme celle entre Emma et Mélanie, eh bien, il peut y avoir des dangers aussi, comme avec le comportement de Sam. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.